commencer notre conférence de ce matin dans le cadre de la Semaine de l'Europe, de la dernière journée de cette Semaine de l'Europe, qui nous réunit ce matin pour une conférence en partenariat avec le mouvement européen pour discuter d'une question qui est d'une actualité brûlante, celle du pacte européen sur l'asile et la migration, qui après de très longues années de présentation et de discussion est en train d'arriver au bout de sa progression législative puisqu'il a été adopté il y a quelques semaines par la Commission des libertés civiles du Parlement européen. Et nous avons beaucoup de chance ce matin puisque nous allons pouvoir en discuter avec deux spécialistes de la question. Sylvie Guillaume, donc, qui est eurodéputée et justement membre de la dite Commission des libertés civiles, et Marie-Laure Basilien-Guinge, qui est professeure dans cette maison que vous connaissez bien, mais qui est aussi membre de l'Institut universitaire de France et membre de l'Institut Convergence Migration. Donc sans perdre davantage de temps, je vais laisser la parole à nos intervenantes en commençant par la professeure Basilien-Guinge. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter nos deux intervenantes successivement et ensuite d'ouvrir le débat avec la salle, d'écouter vos questions et d'échanger tous ensemble. Chère Marie-Laure. Madame la Présidente, merci. Madame l'animatrice, je crois. Merci. Je voudrais remercier le professeur Gaël Marty et bien sûr Loïc Robert de m'avoir sollicité pour vous présenter ce pacte européen sur la migration et l'asile. Et je me réjouis d'en discuter avec Sylvie Guillaume, puisque nous avons eu beaucoup l'occasion de travailler ensemble sur ce pacte et de tenter de le comprendre davantage. Alors mon propos, ça va être de vous l'expliquer, de vous le présenter. Alors pour vous le présenter, il faut quand même que je vous explique qu'il a des antécédents. Il a des antécédents en matière d'asile. On a eu le premier paquet asile qui date de 2005, ensuite le deuxième paquet asile de 2011 à 2013, et puis la volonté d'un troisième paquet asile en 2016, suite à la mauvaisement nommée crise des migrations, qui était plutôt une crise de l'Europe et crise de l'accueil, et qui en fait a échoué, en particulier à cause de l'opposition des États du groupe de Visegrad. Pour ce qui est de la partie migration, on a eu le programme de Tampere en 1999, le programme de La Haye en 2004, le programme de Stockholm en 2010, et puis l'agenda européen en matière de migration et d'asile de 2016. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le pacte européen sur la migration et l'asile s'assoit sur ces deux types d'antécédents pour les mettre ensemble, pour les fusionner dans une même appréhension qui se base sur un concept très important, c'est celui selon lequel les migrations vers l'Europe seraient essentiellement des flux mixtes. Alors le pacte européen sur la migration et l'asile, à mon avis, on peut le voir de deux manières. Stricto sensu, si on s'en tient à la communication de la Commission de septembre 2020, et là vous avez différents instruments, le règlement filtrage, le règlement sur la gestion de la migration et de l'asile, le règlement Eurodac, le règlement procédure, le règlement crise et force majeure, et puis un petit dernier qui s'est rajouté en décembre 2020, le règlement sur les procédures de retour aux frontières. Mais on peut le voir, à mon avis, de manière beaucoup plus large, lato sensu, en prenant en compte tous les instruments qui sont présentés ici, qui concernent d'une part l'asile, puisqu'on va avoir une modification de l'Agence européenne de l'asile, de la qualification des conditions matérielles d'accueil, de la réinstallation, tout en gardant la directive protection temporaire. Et on a des modifications sur ce qui est de la migration avec les fonds, avec le code frontière Schengen, dont Sylvie Guillaume est la spécialiste, la directive recours et puis les directives qui concernent la migration de travail. Alors, ces instruments sont à différents stades d'examen. Vous avez des textes qui ont déjà été adoptés et qui sont rentrés en vigueur. Vous avez des textes sur lesquels les institutions européennes patinent. Je pense à la directive retour ou à la directive sur les résidents de longue durée. Et puis, vous avez les textes sur lesquels un accord a été conclu, soit en décembre 2022, soit pour l'essentiel en décembre 2023, et puis sur le code frontière Schengen en février 2024. Sylvie Guillaume reviendra peut-être sur ce point. Il me semble que pour comprendre ce pacte, il faut bien envisager qu'il s'agit d'une constellation qui, en fait, organise un véritable système de gestion de la migration et de l'asile. Vous voyez ici en vert les textes qui concernent la migration de travail, en rose les textes qui concernent la migration de protection, en orange ce qui concerne le contrôle des frontières et en bleu-violet ce qui concerne le retour. Donc on voit bien que ce qui relève en fait de la migration légale
occupe beaucoup moins de place que ce qui concerne la limitation de la migration irrégulière. Et pour comprendre ce pacte, il me semble qu'il faut retracer ses objectifs et ses conséquences. Ces objectifs, c'est la finalisation de la réforme envisagée en 2016. C'est une volonté d'harmonisation. On passe pour l'essentiel de directives à règlement, sauf pour les conditions matérielles d'accueil. C'est la volonté d'accélérer la fusion entre gestion des migrations et octroi de la protection. On verra plus avant ce qu'il en est. Et puis, un souci d'éloigner plus efficacement les ressortissants de pays tiers estimés en situation irrégulière. Quelles sont les conséquences? À mon avis, parmi ces conséquences, vous avez la création d'un régime des frontières. Vous avez le renforcement, en fait, du recours à la contrainte, à la répression, à la détention. Vous avez une expansion de la politique d'externalisation et l'instauration d'un mécanisme de solidarité que je dirais non simplement flexible, mais aussi factice. Alors, pour vous présenter plus avant ce pacte, je voudrais revenir sur les permanences et sur les innovations. Les permanences. Les permanences, c'est la responsabilité du pays de première entrée, c'est l'affirmation du recours à la détention et c'est la politique d'externalisation. Pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité du pays de première entrée. Alors, vous vous rappelez, Ursula von der Leyen, discours sur l'état de l'Union 2020, c'est la fin de Schengen. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. Je suis désolée de vous l'annoncer. C'est le maintien de Schengen et c'est même l'aggravation de Schengen. Donc, on est resté sur la même procédure. Quels sont, en fait, les éléments de ce régime Schengen? Obligation pour le ressortissant de pays tiers de déposer sa demande d'asile dans le pays de première entrée. Ensuite, le principe selon lequel va être responsable de l'examen d'une demande d'asile un seul État membre. Et ensuite, une hiérarchisation des critères de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Alors, ces critères, c'est simple. C'est l'État avec lequel le migrant a des liens significatifs, grosso modo des relations familiales. L'État qui a émis un visa, l'État qui a délivré un permis de séjour, l'État qui a délivré une qualification, c'est la grande nouveauté du règlement. Donc, pour vous dire que la nouveauté est quand même très limitée. Et ensuite, l'État par lequel le ressortissant de pays tiers est entré irrégulièrement dans l'Union européenne. Donc, vous avez finalement ce critère balai qui va être le critère essentiel, qui est vraiment le maintien de l'esprit de Dublin. Donc, quand on maintient l'esprit de Dublin, qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau quand même dans ce règlement sur la gestion de la migration et de l'asile? Une stabilisation de la responsabilité. Ce n'est plus pour 12 mois, mais c'est pour 20 mois. Alors, à noter que c'est 12 mois lorsqu'il y a un débarquement suite à une opération SAR. Lutte contre les mouvements secondaires et le risque de fuite, c'est une véritable obsession des États membres, j'ai toujours pas compris pourquoi, et une volonté d'accélération des procédures. Ensuite, deuxième persistante, deuxième permanence, le recours à la détention. Alors, vous avez bien affirmé que le ressortissant de pays tiers ne peut pas être placé en détention du seul fait qu'il fait l'objet d'un transfert, qu'il a déposé une demande d'asile ou qu'il est rentré irrégulièrement sur le territoire d'un État membre de l'Union. Sauf que, lorsqu'on regarde bien les textes, le règlement filtrage, le règlement sur la procédure d'asile, le règlement sur la gestion de la migration et de l'asile et la directive sur les conditions d'accueil, on s'aperçoit que le principe est renversé et qu'il faut que les migrants, alors notamment en matière de filtrage et de procédure aux frontières, ne soient pas autorisés à rentrer sur le territoire, soit à la disposition en permanence des autorités et ne puissent pas faire l'objet d'une fuite. Je ne vois pas d'autre solution que le recours à la détention. Et lorsque vous regardez la directive sur l'accueil, vous vous apercevez que le terme détention est employé 110 fois et que les cas dans lesquels on peut recourir à la détention sont tellement nombreux que je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il n'y a pas de recours à la détention. Le risque majeur, bien sûr, et je pense que Sylvie Guillaume vous en parlera, c'est un recours systématique à la rétention dans les pays de première entrée dans le cadre des procédures aux frontières. Rétention qui va certainement s'accompagner de violations des droits fondamentaux des migrants qui ont été d'ailleurs condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme.
Troisième permanence, c'est la politique d'externalisation. Il me semble qu'elle se traduit par 3 axes. Le premier, c'est la catégorisation des pays. Alors, le ressortissant de pays tiers vient d'un pays d'origine sûre. Sa demande d'asile va être traitée en procédure accélérée. Donc, procédure accélérée dit affaiblissement de la qualité de l'examen de la demande d'asile et augmentation du pourcentage de décisions négatives. Soyons réalistes. Le ressortissant de pays tiers vient d'un pays de premier asile. Ça, c'est confirmé, ce n'est plus possible. Maintenant, ça va être obligatoire pour les États membres. Ou d'un pays tiers sûr, il y a irrecevabilité de la demande d'asile. Donc, il n'y a même pas d'examen au fond de la demande d'asile et il va y avoir éloignement qui va s'en suivre. Donc, un risque de violer le principe de non-refoulement. Sachant que pour définir le pays d'origine sûre, le pays tiers sûr et le pays de premier asile, il est fait référence à la notion de protection effective qui est définie à l'article 58 comme celle qui est offerte par un État qui offre une protection effective. Donc on a une tautologie, et là je me demande si ce n'est pas un domaine d'extension de la notion de pays tiers sûr. Deuxième axe de l'externalisation, c'est la dissuasion des migrations, et ça on le voit très bien dans le règlement RAM, comme on l'appelle, le règlement sur la gestion de l'asile et de la migration, qui insiste beaucoup sur la consolidation des contrôles aux frontières extérieures et sur la prévention de l'immigration irrégulière, avec tous les modes, aussi bien de hard law que de soft law, pour empêcher l'émigration vers l'Europe. Et troisième axe, c'est la réalisation des éloignements. Et là, à nouveau, le règlement RAM est particulièrement important. Vous avez Frontex, évidemment, mais vous avez désormais un Deputy Executive Director for Return au sein de l'agence Frontex, et vous avez un EU Return Coordinator auprès de la Commission, pour vous donner l'importance que prend le retour dans la dimension de l'externalisation, avec un lien direct entre rejet de la demande d'asile et mesures d'éloignement, avec la création d'une procédure de retour à la frontière, avec la reconnaissance d'un seul niveau d'instance pour les recours qui n'ont d'ailleurs pas d'effet suspensif, avec l'orientation vers la détention pour organiser les éloignements. Enfin, des tas d'outils qui sont développés pour ce faire. Alors maintenant, voyons voir les innovations. Les innovations, elles me semblent tout à fait relatives et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une innovation qui me semble relative et négative. Il y a 2 innovations qui me semblent plus positives, mais en réalité factices. Alors, première innovation, ce sont les procédures à la frontière. Cette innovation est relative. Pourquoi ? Parce que ces procédures existent en Italie et en Grèce depuis les années 2010, ont été ensuite adoptées au niveau européen avec l'agenda européen en matière de migration en 2016 et sont mises en place depuis mars 2023 en Roumanie et en Bulgarie. De quoi s'agit-il ? De la procédure de filtrage, ensuite de la procédure d'asile à la frontière qui va être obligatoire dès lors que la procédure doit être examinée en procédure accélérée, on y reviendra si vous le souhaitez, et la procédure de retour à la frontière qui a maintenant son règlement spécifique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quel est le retour qu'on a des hotspots en Grèce et en Italie. Alors, premier retour, c'est que les 2/3 des demandes correspondent à des cas de vulnérabilité de personnes qui ont été orientées vers la procédure normale. Donc, l'impact va être limité. Et sur les procédures qui ont été examinées dans ces hotspots, normalement, ça devait être entre 2 semaines et 2 mois. On en est à des procédures qui ont été en moyenne de plus de 7 mois et pour certaines de plusieurs années. Donc, ce qu'il y a à noter dans cette introduction des procédures aux frontières, c'est qu'on va avoir une dégradation de l'examen des demandes d'asile et une dégradation des garanties procédurales. Comment ? Par le recours à la fiction de non-entrée. Les migrants sont bien sur le territoire physique de l'État, mais ils sont considérés comme n'étant pas sur le territoire légal de l'État. Ça correspond à une extension de ce qu'en France on appelle les zones d'attente. Vous avez aussi une suppression de la distinction entre réfugiés et migrants, ce qui me pose grandement problème, puisque lorsque vous êtes réfugié, au titre de l'article 31 de la Convention de Genève, vous pouvez rentrer sur le territoire, même si vous n'avez pas les documents nécessaires, puisque vous demandez une protection, ce qui est prévu par l'article 6 du Code frontière Schengen. Or, en mettant dans la même procédure de filtrage, en mettant dans la même procédure d'asile à la frontière, dans une fiction de non-entrée, on empêche l'application de ce processus. Et ensuite, vous avez la rapidité d'examen des demandes, qui est particulièrement importante, avec une réduction, une rétraction, en fait, des délais offerts pour effectuer les recours.
Deuxième innovation, c'est le mécanisme de solidarité. Alors, les mécanismes de solidarité ont existé, des mécanismes volontaires, des mécanismes ad hoc, comme le European Relocation Programme avec Malte. Vous avez eu aussi le mécanisme qui a été adopté par le Conseil JAI en 2012. Vous avez eu aussi un mécanisme prévu spécialement pour la Grèce de 2020 à 2022, et puis le mécanisme qui a été adopté sous présidence française en juin 2022. Vous avez eu aussi un mécanisme obligatoire, celui des décisions du Conseil de septembre 2015, mais qui s'est vu opposer des tensions particulières de la part des pays du groupe de Visegrad. On a finalement, dans le règlement RAM, une proposition de mécanisme de solidarité avec un pouvoir très fort de la Commission pour décider des pays qui vont avoir un risque de pression migratoire ou de situation migratoire significative, qui va entraîner en fait l'activation d'un Solidarity Pool. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce Solidarity Pool, il est composé de 3 éléments. Les relocalisations à hauteur de 30 000, c'est quand même pas grand-chose lorsqu'on sait qu'on a eu 380 000 franchissements irréguliers de frontières, soit 277 000 introductions dans la base de données Eurodac. Donc 30 000, ça me paraît un peu limité en termes de partage de la responsabilité. Ensuite, vous avez les contributions financières à hauteur de 600 millions d'euros, mais ces contributions vont pouvoir être utilisées pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures, vont pouvoir être utilisées pour accroître les bases de données ou les techniques de consolidation des données entre les bases de données, ou pourront être utilisées pour construire des murs. Donc voilà, il faut voir que la solidarité passe étrangement par une consolidation des contrôles aux frontières extérieures. Et puis, troisième élément, ce sont les mesures alternatives. Ça pourra être le financement d'équipements ou ça pourra être l'entraînement des gardes-côtes ou des gardes-frontières. Ma question est-ce que ce mécanisme de Solidarity Pool va vraiment pouvoir assurer la solidarité pour alléger le poids de la responsabilité qui pèse sur les États de première entrée que sont l'Italie, la Grèce, Malte et l'Espagne. Troisième innovation, c'est la réinstallation. Alors, les programmes de réinstallation, c'est une longue histoire puisque la première proposition de la Commission date de 2009, qu'on a des systèmes de réinstallation au niveau des États, mais qu'on n'arrivait pas à avoir un mécanisme global de réinstallation, si ce n'est dans l'accord UE-Turquie qui prévoyait un système de réinstallation. Ce mécanisme de réinstallation, maintenant, fait l'objet d'un règlement. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est un règlement, mais que tout au long de ce règlement, on nous rappelle que c'est basé sur le volontariat et que, bien sûr, les États ne sont obligés à rien du tout. Voilà, c'est assez étrange. Bon. Et, dernier élément, ce règlement n'est pas opposable par les ressortissants de pays tiers. Donc, ils ne peuvent pas estimer avoir des droits subjectifs ressortissants de ce mécanisme de réinstallation. Comment ça va s'organiser ? Vous allez avoir défini par la Commission un nombre de réinstallations globales et puis des régions spécifiques qui sont considérées comme productrices de réfugiés qui vont être ciblées. Ensuite, les États qui ont décidé de participer à ce programme de réinstallation vont donner leurs promesses de réinstallation. Ensuite, sur le terrain, vous allez avoir le UNHCR et puis vous allez avoir l'Agence de l'Union européenne pour l'asile qui vont sélectionner les profils qui vont être proposés aux États membres et les États membres seront libres de réinstaller les personnes proposées, sachant que lorsque vous réinstallez, vous obtenez un petit pactole. Il me semble que pour finaliser, pour conclure cette brève présentation du pacte, ce pacte comporte des risques. Un risque d'engorgement des procédures aux frontières, un risque d'encampement des migrants dans les pays de première entrée, un risque de violation des droits fondamentaux des migrants dans ces encampements, et puis un risque de tentation par les États membres de multiplier les pushbacks et les pullbacks. Et je voudrais simplement terminer par une idée qui, selon la directrice générale de la Commission en charge de la migration, n'est pas un argument recevable, c'est que l'Union européenne sait faire autrement. Oui, l'Union sait faire autrement, puisqu'on a activé la directive protection temporaire à l'égard des Ukrainiens et que l'Union européenne n'a pas eu peur de l'arrivée de presque 8 millions d'Ukrainiens sur son territoire et de l'octroi de la protection temporaire à presque 5 millions de personnes en leur accordant des droits substantiels avec une protection uniforme. La question qui se pose, évidemment, c'est ce qui va se passer à partir du 4 mars 2025, fin de la protection temporaire. Mais je pense qu'il est nécessaire maintenant d'avoir une vision plus critique, plus incarnée
de ce pacte avec les propos de Sylvie Guillaume. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et donc, sans transition, nous allons donc compléter cette brillante intervention avec celle de Sylvie Guillaume. Et alors, je mets une petite couche de transition puisque la directrice générale dans la Commission européenne qui se chargeait de ça et qui t'a parlé est partie depuis. Ah d'accord, Voilà. C'est peut-être pas une relation de cause à effet, mais elle Non, est partie. je ne pense Voilà. pas. Bon, merci beaucoup de votre invitation. Je crois que ça a été une semaine assez dense, qui n'est pas complètement terminée, mais qui a été assez dense et qui montre bien combien les questions européennes intéressent encore. Et je pense que dans les semaines qui viennent, on va voir cette accélération encore. Merci Gaëlle de votre invitation régulière. Moi, je vais terminer mon dernier mandat. Je ne serai plus députée européenne le 16 juillet qui vient, mais j'aurai bénéficié de vos invitations fréquentes avec j'aurais toujours répondu avec plaisir. Donc, merci encore une nouvelle fois et merci à tous les organisateurs de cette rencontre. Bon, Marie-Laure a quand même bien balayé les trucs sur tous les éléments d'analyse. Moi, je vais revenir sur un certain nombre de sujets en donnant un peu le point de vue aussi politique qu'on peut avoir sur ce pacte, en rappelant effectivement que souvent, pendant ces dernières années, on a parlé du pacte sur 5 textes, comme vous l'a indiqué Marie-Laure, mais on va voter en avril prochain sur 9 textes en totalité. Donc, on a raccroché un peu des textes qui étaient déjà votés ou en cours de discussion. Et donc, on a un ensemble assez large. Et c'est probablement dans ce paquet un peu plus large que les 5 textes dont on parle qu'on pourra trouver quelques sources un peu plus positives que sur cela. Je vais commencer en fait mon propos par des illustrations sur les textes, les 5 en question qui sont les plus problématiques pour vous donner la traduction d'une certaine manière de ce que vient d'indiquer Marie-Laure. Quand on parle par exemple de ce fameux RAM là, qui est supposé se substituer au règlement du 23, très concrètement, ça peut se passer de la manière suivante. Vous avez une personne érythréenne qui est demandeuse d'asile. Elle arrive en Grèce. Il ou elle a, disons que c'est une personne, donc elle a un frère qui est réfugié statutaire, ou bien sa mère qui a un titre de court séjour en Suède. Et donc, son idée, c'est quand même plutôt de se dire, je fais une sorte de regroupement, j'essaye de retrouver ma famille. Eh bien, elle ne pourra pas, cette personne, être relocalisée et sa demande d'asile sera traitée forcément en Grèce. Avec le RAM aussi, la Hongrie, pris au hasard hein, bien sûr, pourra financer la Tunisie, aussi prise au hasard, afin de favoriser l'intégration de réfugiés, mais quand même plus certainement renvoyer les migrants subsahariens d'où ils viennent. Et ça sera considéré comme une mesure de solidarité européenne, au même titre par exemple que quand l'Allemagne accueille des demandeurs d'asile qui viennent d'Italie, aussi pris au hasard. Donc on voit quand même un écart assez grand dans l'interprétation de ce règlement. Deuxième exemple, s'agissant du règlement crise des forces majeures, qui est sans doute le texte le pire dans tout le paquet. Concrètement, admettez que plusieurs centaines de personnes se présentent à la frontière lettonne. Ça, c'est considéré par les Lettons comme une situation d'instrumentalisation de la part du Bélarus, donc à la frontière. Bon, ok, l'instrumentalisation, on peut concevoir que ça existe. Le problème, c'est que parmi ces migrants, si par exemple une femme afghane qui a 100% de chances d'obtenir le statut de réfugié à peu près partout dans l'Union européenne, elle sera placée en détention à la frontière dans l'attente de l'examen de sa demande, malgré son 100% de chance pour son avenir. Dans le règlement filtrage, screening, concrètement, vous avez tous entendu parler de Moria en Grèce, ça concentre à peu près toutes les critiques en inhumanité de la Terre. C'est-à-dire que les conditions de vie sont les pires qui existent dans les centres de rétention. Eh bien, c'est ce qui va se passer en multiplié dans différents lieux pour accueillir toutes les personnes qui auront franchi irrégulièrement une frontière et qui vont entrer donc dans le screening. D'autant plus que, mais je ne rentre pas
plus de détails, les contrôles aléatoires qui seront faits pourront avoir lieu sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on ne sera pas simplement aux frontières. On pourra avoir aussi des contrôles qui se traduisent par des screenings ailleurs. Quatrième exemple, sur les procédures d'asile, le règlement sur les procédures d'asile, pardon. Là, très concrètement, prenez un réfugié syrien qui est passé par le Liban et il demande l'asile en Allemagne. Lui, il pourra être mis en détention et sa demande ne sera donc pas examinée au fond, comme tu le signalais tout à l'heure, et il pourra être renvoyé au Liban, alors même que, comme Syrien, lui aussi, il a quand même, je ne sais pas quel est le pourcentage, et puis il est différent selon les États membres, mais un énorme pourcentage de chances d'obtenir le statut réfugié en Allemagne, où il souhaiterait déposer sa demande. Ça, c'est sur les procédures d'asile. Et enfin, petit dernier, dont on a peu parlé, mais qui est quand même assez cogné, si je peux me permettre le terme, je n'en trouve pas d'autre à ce stade, c'est Eurodac. Eurodac, vous savez, c'est les prises d'empreintes aux frontières pour alimenter la base de données sur la demande d'asile. Alors là, on va y octroyer aussi des données biométriques avec des images faciales, ce qui est quand même particulièrement critiquable. Et si une famille se présente donc à la frontière, elle devra autoriser la prise d'empreintes, y compris de ses enfants mineurs de 6 ans, sous peine d'avoir le reproche d'être non coopératif, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir ensuite sur sa demande d'asile, et notamment la mise en procédure accélérée à la frontière. Donc voilà, concrètement, je n'ai pas trouvé de meilleure façon à partir des textes, de dire qu'est-ce que ça veut dire pour les gens. Parce que dans tout ce dont on parle sur l'asile, la migration, ce n'est pas seulement des textes, pas seulement des règlements, des machins, c'est aussi des gens qui, à un moment donné, fuient pour des motifs variés de leur pays pour essayer de trouver une vie meilleure. Donc, je voulais insister sur l'impact humain que tout ceci a. En commentaire plus général, et pour compléter ce qu'a dit Marie-Laure, si on est optimiste, admettons un instant qu'on est optimiste vis-à-vis de ces textes. Globalement, on ne sait pas très bien avec précision ce qu'il va permettre ou ne pas permettre. Mais c'est vraiment, ça c'est quand on est optimiste. Ce dont je suis absolument certaine, et ça traduit aussi ce que tu disais, c'est que ça ne résoudra absolument rien des problèmes qui sont dénoncés par les États membres. Rien. Il y a très peu d'avancées dans ces textes, tu l'as dit, et globalement, quand on se place, c'est ce qui est mon cas comme parlementaire européenne, ayant eu affaire à la Commission européenne et aux États membres au travers du Conseil, c'est très clairement la position du Conseil qui est amendée, sauf à la marge. Voilà. La Commission dans tout ça, malgré Madame Paria, la fameuse personne dont parlait Marie-Laure, la Commission a eu un rôle assez mineur dans tout ça, a très peu défendu ces textes, dont, je le rajoute, on a quand même vu une assez grande dégradation ces dernières années, avec pratiquement plus d'études d'impact pour sortir les textes, pas très bien rédigés, il y a des erreurs, et même le Parlement européen est obligé de faire ses propres études d'impact concernant les textes de la Commission, ce qui plaide, parenthèse, pour le fait qu'on puisse avoir une petite initiative législative dans l'avenir, et ça n'est pas encore le cas. Donc, là aussi, la Commission joue un rôle qui n'est pas très clair. Et globalement, je crois qu'on peut retenir que ce pacte risque de marquer des reculs extrêmement importants, sans précédent sur les droits des migrants, et de généraliser les procédures dérogatoires qui vont devenir la norme. Alors il faut replacer aussi ce qu'étaient les objectifs initiaux de ce pacte. C'était en fait d'essayer de trouver des solutions pour les pays de première ligne, les pays de première entrée, qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes. Les objectifs initiaux qu'on pouvait avoir en tête, c'était d'établir des principes de solidarité et de responsabilité pour tous les États membres.
c'était de faire en sorte que les inquiétudes qui sont levées ou les peurs qui sont levées, souvent l'hystérisation sur les arrivées régulières, puissent trouver des solutions. Et puis, accessoirement, de résoudre ou de limiter les déplacements secondaires. Mais ça, c'était les objectifs initiaux qu'on pouvait avoir en tête. Ça s'est traduit assez... je ne sais pas à quoi on peut l'attribuer, sauf à ce que j'indiquais tout à l'heure sur la commission, mais en fait, les erreurs conceptuelles, c'est qu'on est parti des récriminations des pays de Visegrad quand ils étaient encore ensemble, donc les pays dits illibéraux, qui refusaient de toute façon par nature tout ce qui pouvait concerner la solidarité. Et c'est je dirais l'adjonction ou la mise dans le puzzle de toutes ces récriminations qui ont forgé ces textes. Il n'y a pas eu d'évaluation des règles précédentes, donc les précédents pactes divers et variés n'ont pas été évalués. Il y a, je le disais, pas d'études d'impact sur les nouveaux textes. Des dysfonctionnements, parce que c'est aussi ça qui aussi crée un certain nombre de difficultés, tu l'as évoqué, c'est qu'on a une différenciation énorme des systèmes d'asile, encore maintenant, dans les États membres de l'Union. Donc on ne peut pas faire fonctionner quelque chose correctement à partir du moment où on a tellement de divergences initiales. Et on a, je crois, une dernière erreur assez lourde, c'est que la durée des discussions, 2020-2024, fait qu'on aboutit à quelques mois des élections européennes qui vont avoir lieu du 6 au 9 et le 9 en France, juin. Et donc, évidemment, tous ceux qui ont intérêt à hystériser le débat sur ce sujet vont en profiter absolument grandement. Donc, je reviens, je vais bientôt conclure, mais je veux revenir quand même sur ce qu'on peut retenir des défaillances de ce pacte asile-migration. Tout à l'heure, j'ai essayé, parce que j'en ai comme une petite liste, et j'ai essayé de les réduire, et en fait, j'y arrive pas à les réduire sur ces défaillances, donc je vais les livre comme telles quelles. Ça abandonne la répartition équilibrée et solidaire des personnes, puisque de toute façon, il y a des pays qui seront, des gouvernements qui seront catégoriquement opposés à une répartition solidaire. Ça va concentrer les mesures coercitives sur les personnes concernées, c'est-à-dire sur les migrants et demandeurs d'asile, donc procédure à la frontière, détention. Ça généralise les exceptions et les complexités. Ça autorise aussi les États membres à multiplier les dérogations au droit et donc d'appliquer des normes différentes. Donc on peut se poser la question quand même clairement de l'avenir de l'harmonisation du système d'asile en Europe, puisque si c'est une accumulation de dérogations, que fait-on de ce qui nous rassemble? Ça introduit des procédures d'asile de deuxième, voire de troisième catégorie, avec une dégradation extrêmement importante des droits fondamentaux. Ça prolonge et ça généralise, j'y insiste moi aussi, comme Marie-Laure, la détention, et notamment la détention des enfants mineurs, avec la construction de hotspots type Moria, auquel je faisais allusion tout à l'heure, à peu près partout. Ça crée des nomads land où le droit ne s'applique pas ou plus, un peu à la sauce française, vous savez, où on a des zones d'attente. Ben là, on a une généralisation de la fiction de non-entrée. C'est-à-dire que les gens sont sur le territoire, mais ils ne sont pas vraiment encore sur le territoire, ce qui permet notamment d'appliquer un droit qui n'est pas un droit européen, mais un droit national, si vous voyez ce que je veux dire. Avec M. Darmanin, c'est comme ils ne sont pas vraiment entrés et qu'ils sont dans le droit national, eh bien, c'est les OQTF qui sont les premières utilisées. Ça concentre les procédures, les problèmes et les procédures à la frontière, qui vont concerner les mêmes États membres qui sont concernés maintenant. Donc, moi, je me demande comment un pays de première entrée comme l'Italie ou la Grèce peut accepter un pacte de ce style, alors que leurs problématiques initiales ne sont pas traitées dans ce pacte. Il y a l'instrumentalisation qui est introduite là-dedans. Donc, j'en ai dit un mot, parce que l'instrumentalisation, de mon point de vue, dans ce texte crise et force majeure, ça s'attaque principalement aux victimes de l'instrumentalisation, mais ça ne traite absolument pas les auteurs de l'instrumentalisation. Globalement, rapidement dit, quand il y a une situation d'instrumentalisation qu'on réduit les points de passage et les horaires de passage, à ma connaissance, ça n'embête pas ni les Russes ni les Bélarusses, mais ça, par contre, ça a un impact sur les conditions de vie de ceux qui ne peuvent pas faire leur demande d'asile. Et ça, je crois, aggrave ce concept de pays de première entrée
mais j'en ai dit un mot, ça ne change. Donc, accessoirement, ça ne rétablit absolument pas du tout la confiance entre les États membres. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant, d'autant plus que tu l'as évoqué, c'est complètement muet. Alors, on va me dire, c'était pas exactement l'objectif. Mais bref, c'est complètement muet sur les relations avec les pays sources de migration ou d'asile. Maintenant, on voit, on parle avec la Tunisie, on parle avec l'Albanie, on parle avec tout un tas de gens pour essayer de forger, avec l'Égypte, pour faire des accords entre l'Union et les pays membres. Mais cette dimension-là n'est pas comprise dans ce texte. Et à aucun moment, on ne parle de la question des moyens, parce que si on veut construire l'accueil de 30 000 fois 4 personnes dans le système, à un moment donné, ça veut dire quelque chose pour les États membres et pour l'Union européenne. Donc, les moyens ne sont pas évoqués. On ne parle pas de ce qu'on fait des passeurs. On ne parle pas du search and rescue, c'est-à-dire la recherche et sauvetage, qui est quand même, de mon point de vue, quand même beaucoup plus important que beaucoup de choses. On ne parle pas de voie légale, ça tu en as parlé. On ne parle pas non plus de l'impact des phénomènes environnementaux sur la demande d'asile. C'est-à-dire qu'on ne traite pas la demande d'asile liée au climat. Donc ça fait quand même beaucoup de manques. Et pour tout cela, on va avoir une bataille extrêmement importante dans une dizaine de jours, le 11 avril ou 12 avril, je ne sais plus exactement, où on va passer au vote final en assemblée plénière. Alors, on ne sera pas à Strasbourg, mais à Bruxelles cette fois-ci, sur les 10 textes. J'anticipe ta question, puisqu'on on a déjà voté en commission des libertés civiles ces textes qui sont tous passés. Moi, je me suis abstenue sur tous, sur les 9. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. C'est très concret. C'est que moi, je suis très critique et je voulais montrer cette fois-ci, je l'ai indiqué partout où je suis passée sur ce pacte, mais je n'avais pas de position collective de ma délégation pour qu'on n'ait pas du cherry picking et des gens qui votent pour certains trucs. Donc, j'ai voulu faire un vote de sauvegarde, on va dire, en attendant de pouvoir travailler à cette position commune. Et j'ai plaisir à vous annoncer, pour ceux qui l'ont entendu, que mon chef de file, alors je ne serai pas sur la liste, mais disons mon chef de file, voilà, Raphaël Glucksmann a indiqué qu'au titre de la délégation, dont il est le coprésident avec Nora Mebarek, s'exprimera contre ce pacte. Donc, je suis contente de l'avoir convaincu, enfin d'avoir fait partie de ceux qui l'ont convaincu là-dessus. Je crois comprendre que certains textes pourraient sortir du lot, mais pas, en tout cas pas dans ces 5-là. Donc, pour boucler la boucle de cette présentation extrêmement critique, ça se traduira par effectivement, de notre part, en tout cas, un rejet de ces éléments. Voilà, j'espère avoir été claire et suffisamment illustrative pour vous éclairer. Merci. Merci infiniment à toutes les deux pour ces analyses extrêmement passionnantes et très honnêtes. Avant d'ouvrir le débat avec la salle, je vais complètement abuser de ma position et je vais lancer une première question assez générale, enfin, une question-remarque qui s'inscrit dans la lignée de ce que vous avez toutes les deux très très bien soulevé et qui est directement liée à mon regard plutôt internationaliste sur ces questions-là. Vous avez pointé un ensemble de défaillances, de manques, de lacunes qui est considérable et je partage entièrement votre point de vue sur ces questions-là. Mais du point de vue peut-être un peu plus bassement juridique, j'allais dire, il y a quand même une considération moi, qui me frappe dans tout ce que vous avez relevé, qui est que quand bien même l'Union soit un ordre sui generis, les États sont quand même liés par des obligations conventionnelles hors droit de l'Union. Et dans les quelques exemples que vous avez relevés et dans ce qu'on a déjà pu connaître des mesures qui vont être adoptées, il y a quand même un ensemble de dispositions qui sont en contradiction relativement flagrante avec un ensemble d'instruments internationaux, qu'il s'agisse alors du droit international des réfugiés, puisque finalement, avec ces procédures de fiction de non-entrée, on met en péril, voire on annule complètement la dépénalisation du demandeur d'asile, ce brouillage des catégories entre le demandeur d'asile et le migrant, finalement, ignore complètement la vulnérabilité du demandeur d'asile. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'il y a une vulnérabilité inhérente, liée soit au parcours migratoire, soit à l'expérience traumatique, on ne sait jamais très bien, mais en tout cas, il y a une vulnérabilité inhérente de cette catégorie. Dans ce dispositif, elle n'existe absolument plus. Il faudra démontrer une vulnérabilité supplémentaire, liée vraisemblablement à un état de santé, un âge, etc.
Et puis tout le reste, le traitement des mineurs, la rétention des mineurs, on a quand même une jurisprudence constante de la CEDH pour des traitements qui me semblent peut-être moins dramatique que ce que va laisser se produire les textes qu'on a envisagés. Même chose avec l'augmentation des délais de rétention, la généralisation de la rétention, bref. Donc, la question que je me pose, c'est celle de savoir est-ce qu'à un moment donné, les États ont pris conscience de cette nécessité ou peut-être des conséquences de ce qui les attend dans la mise en œuvre de ces dispositions-là, parce que quand bien même l'Union les y autorise, ils sont en réalité liés par d'autres obligations contraignantes qui les en empêchent. Je te laisserai compléter sur l'aspect plus juridique, mais quelques remarques en rebond. Moi, je pense que non seulement il y a des dispositions au plan national qui seront effectivement contestées, mais les textes eux-mêmes, je veux bien parier devant vous qu'ils seront contestés. D'ailleurs, assez troublant, mais l'explication me paraît logique, de voir comment on a été pendant toutes ces années beaucoup alimenté, je parle comme député européen, on a été beaucoup alimenté d'analyses critiques sur ce qui était en train de se passer par les ONG, par l'UNHCR, enfin un peu moins, mais par les ONG sur le risque dans le cours de la discussion. Et puis à un moment donné, j'ai eu, moi, le sentiment que le temps se suspendait et qu'il n'y avait plus vraiment cette vague très lourde qu'on reconnaît. Alors, certains disent c'est du lobbying. Bah oui, c'est du lobbying, mais enfin, c'est quand même très, très utile d'être alimenté par ce type de lobbying quand on essaye de faire les choses bien. Une espèce de suspension et tout ça. Et quand j'ai discuté avec les associations européennes sur ce sujet, en leur disant, mais comment ça se fait que vous n'allez pas interpeller machin, bidule, sur son futur vote? Le sentiment que j'en ai tiré, c'était, Madame Guillaume, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, on pense qu'on ne pourra plus influer sur le vote. Mais par contre, attendez-nous après. Et ça, je pense que du coup, il faudra l'avoir en tête parce que ça sera, je crois, extrêmement violent. Enfin, violent au sens, ça va être percutant. Deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, vous avez fait allusion à cette hérésie que constitue la détention des mineurs. Je partage votre point de vue. Je veux insister quand même, pardon de le faire ainsi, mais je veux insister quand même aussi sur l'hypocrisie d'un certain nombre de gouvernements, singulièrement celui-ci, où Gérald Darmanin, vous l'avez sans doute vu hurler en disant jamais la détention des mineurs, ça ne passera pas par moi. Voilà, il était assez vocal sur le sujet. Par contre, en sous-main, il a plaidé pour la détention des mineurs à tous les instants au plan européen, dans tous les conseils, dans tous les corépères, dans toutes les instances de discussion. Il n'a jamais fait en sorte d'exclure les mineurs de la détention, voire il l'a préconisé. Donc, c'est aussi ça. Il y a le droit, il y a la visibilité des textes, et il y a aussi tout ce qui se passe sous la surface. Et toutes ces influences qui se nouent, qui a un impact évidemment sur notre travail quotidien. Alors, moi, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que vient de dire Sylvie. Pour avoir lu tous les instruments du pacte, moi, ce qui m'a marqué, c'est que évidemment, il y a la fameuse disposition au début, c'est dans le respect de la charte et des obligations internationales des États. Voilà, on l'a. Mais il n'y a pas de référence à la Convention de Genève ou au principe de non-refoulement, alors que c'était présent dans les textes du pacte, enfin du paquet 2011-2013. Donc, je suis très inquiète. Après, moi, je me dis que les fictions de non-entrée sont là aussi pour une raison. C'est-à-dire pour dire, voilà, va s'appliquer le droit de l'Union, mais un droit de l'Union dérogatoire dans lequel, en fait, on ne va pas prendre en compte les conséquences de ces refoulements qui, en fait, ont déjà lieu. Donc, il y a une manière de consolider juridiquement des pratiques illégales des États qui me posent grandement problème dans l'ensemble de ce pacte, qui semble, en fait, composé de l'ensemble de ces pratiques illégales, irrégulières, non conventionnelles, qui sont mises bout à bout les unes les autres pour construire un mécano de déseffectivisation, si on peut dire ce mot-là, du droit international des réfugiés, du droit international des droits de l'homme. Et pardon, je rebondis sur le rebond, mais quand on parle des conventions de Genève, tu as parfaitement raison. Moi, ma vraie interrogation, ma vraie crainte, c'est qu'à un moment donné, il soit mis dans les tuyaux une révision des conventions de Genève. Et
je ne l'imagine pas un instant, parce qu'en réalité, l'aboutissement, je ne pense pas qu'on puisse aboutir, je vais le dire autrement, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à ce à quoi on est abouti en 51. Et maintenant, dans l'hystérisation, dans la radicalisation des points de vue, dans les peurs qui sont générées partout en Europe et dans le monde, on aboutirait à des textes qui seraient plus dégradés qu'ils ne le sont maintenant. Je peux rebondir? Bon, on ferait des rebonds sur des rebonds. On va finir par Ouais, on va devenir des boules de flipper. Non, maintenant, ça y est, j'ai la chanson en tête. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est sur l'hystérisation. Je trouve que c'est important d'insister sur la manière dont on catastrophise les migrations. Tout ce qu'on vous a raconté sur le pacte, c'est pour empêcher 270 000 personnes d'entrer. Non, mais réfléchissons, quoi. Le coût que ça va être par personne empêchée d'entrer. Personnes qui, si on regarde bien, en fait, les profils, sont dans la très grande majorité, voire la quasi-totalité, des réfugiés au sens de la Convention de Genève. Donc, pour 270 000 personnes, ça représente moins de 5% de la migration vers l'Union européenne. Ça représente moins de 0,5% de la population européenne. Pensez toujours en termes relatifs. Donc, on est en train de construire une violation systémique du droit international, des droits de l'homme et du droit des réfugiés pour empêcher 270 000 personnes d'entrer, alors que la plupart d'entre elles auraient le droit de pouvoir déposer une demande d'asile et être étudiées de manière correcte. Je trouve ça complètement insensé, irrationnel. Et je n'arrive pas à comprendre comment il y a pu avoir un emballement pareil pour un texte aussi absurde d'un point de vue concret. Parce que, Sylvie l'a relevé, quels moyens il va falloir mettre en œuvre, ne serait-ce que... Alors, je pense qu'à une chose. Les données Eurodac, dans la procédure de filtrage, vont être confrontées à toutes les données du VIS, du SIS, de l'EES, de ETIAS, de ECRIS-TCN, des bases de données Europol, des bases de données Interpol. OK. Techniquement, ça veut vouloir dire des machines spécifiques de confrontation des différentes bases de données pour les mettre en interopérabilité. Ça veut dire des milliards d'euros d'investissement dans des bases de données et des centres de bases de données mis en interopérabilité. Et ça, jamais dans le pacte n'est pris en compte le coût, ne serait-ce que de ce petit élément de la mise en œuvre de ce pacte. Donc, l'hystérisation me semble majeure à relever et essentielle à condamner. Je m'autorise un micro-rebond, je vous assure qu'après on arrête. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on a vraiment le sentiment, vous l'avez très bien pointé, et ça se confirme, mais d'un texte, d'une réforme globale qui est complètement inachevée, où finalement les éléments principaux qui sont à l'origine de la crise, c'est-à-dire le manque de solidarité entre les États, la question de la protection des droits humains, c'était déjà une problématique dans l'ancien ou le système actuel, et la question des moyens, tout ça est complètement passé sous silence, qui en réalité est déterminant dans la mise en œuvre de ce qui va être décidé. Et donc on a ce sentiment, effectivement, comme vous le soulignez, qu'on court un peu à la catastrophe, sentiment renforcé par le fait que les garde-fous habituels, et le HCR et la Cour européenne des droits de l'homme, sont plutôt aussi en perte de vitesse. Donc on n'est plus très sûr, au regard des tendances actuelles, qu'on aura le degré de contrôle auquel on pouvait s'attendre ces derniers temps. Bref, le constat est assez inquiétant. La parole est enfin à la salle. On va vous laisser Rebondissez. On va laisser rebondir à votre tour. Vous renvoyez la balle. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère bien. Sinon, je rebondis. Hein. Oui, on a sans doute de quoi tenir plusieurs heures à nous, franchement. Bien sûr. Monsieur. J'avais une question pour discuter hier avec une conférence sur l'impact possible des prochains rapports de force politique partisans du prochain Parlement européen, et notamment un risque anticipé d'une montée des droits conservatrices radicales et sociales. Quand on regarde, nous sommes en avare par le contrôle de la manière dont les électeurs ont voté sur les différents publics pendant cette législature. Il semble que c'est la grande coalition majoritaire à laquelle vous appartenez, donc plutôt gouverner le Parlement européen.
y compris sur les questions liées à 2023. Est-ce que vous considérez que dans le cas d'un affaiblissement de la grande coalition, même si elle devait perdurer d'un côté, dans un contexte en fait où malgré tout une droite conservatrice radicale extrême viendrait à s'accroître, finalement les choix qui seraient faits en matière de migration pourraient se déplacer vers la droite de l'échiquier politique et finalement comporter ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure. Ou bien est-ce que la grande coalition composée des démocrates, des libéraux et du PPE continuerait malgré tout à emporter la décision en fait sur ces sujets également, ou bien est-ce qu'il y a une autre coalition qui pourrait décider Je commence par la composition d'une éventuelle coalition. Les rapports de force vont changer à l'intérieur de cette hypothétique coalition, puisque probablement le PPE ne bougera pas énormément en volume, nous non plus. Par contre, les libéraux, alors les libéraux eux-mêmes ne changeront pas forcément, mais l'autre composante du groupe centriste peut quand même perdre beaucoup de plumes. Donc, c'est une première question qui se pose. La deuxième est l'orientation que prendra, pardon, c'est le quart d'heure politique ou machin, c'est l'orientation que prendra le PPE pour former éventuellement une majorité alternative. En tout cas, une unité alternative, et singulièrement avec une partie de l'ECR, qui est donc le groupe juste après le PPE, composé quand même d'individus assez remarquables comme les gens du PIS polonais et du parti de Giorgia Meloni Fratelli d'Italia. Donc on sent qu'il y a une recomposition potentielle, et moi je pense que le PPE cherchera quand même, quoi qu'il en dise, une majorité alternative pour se débarrasser notamment des sociodémocrates dans cette opération. Donc là, juste de ce point de vue, le paysage est certainement pas figé pour le moment. On sait que certains groupes vont varier, et notamment, je fais le lien avec ce que vous disiez, on sait d'ores et déjà que les extrêmes droites dans leur ensemble et dans leur diversité, c'est peut-être la seule chance qu'on a, c'est qu'ils sont très divers, notamment sur un certain nombre de points de vue politiques, par exemple s'agissant de l'Ukraine ou autre. Donc cette diversité fait qu'ils ont quand même un problème structurel pour se rassembler. C'est à peu près la seule chance qu'on a, parce que sur le reste, ceci a pesé terriblement. Et pour être tout à fait ouverte dans ma réponse, ce que j'entends moi depuis plusieurs années, c'est « Mais Sylvie, est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu te rends compte ? Demain, le Parlement va être plus à droite. Et en plus, il y aura encore plus de gouvernements qui vont être à droite. Donc, si on ne fait pas ce pacte maintenant, même s'il n'est pas bon, il va être encore pire après. » C'est sidérant comme façon de réfléchir. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'avale quelque chose qui est mauvais, parce que potentiellement, ça va être encore plus mauvais. Mais si je dis oui à ce qui est mauvais maintenant, ça sera forcément plus mauvais après. Oui. C'est clair. Il n'y a pas d'autre issue à cela. Donc, c'est ça qui nous a vraiment pesé dessus depuis le début, que ça venait de la Commission, ça venait du Conseil, des États membres, de celui-ci, de mon groupe, de partout. C'était vraiment une pression à la conclusion très vite, à n'importe quel prix, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quelle heure du trilogue, il fallait conclure parce qu'après, ça allait être pire. Et ben, dans cet état d'esprit-là, ça le devient. Et on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on soit qu'on explique les choses, hein, parce que ce n'est pas très simple, parce que derrière, vous avez, on y viendra peut-être, mais la manière dont on gère l'impact sur l'opinion publique de tout ce qu'on est en train de faire, on y viendra peut-être. Dernier mot quand même sur ce pacte, parce que je vous invite tous à regarder la manière dont ça va se passer au vote. Parce que ce n'est pas complètement exclu que la conjonction des votes contre, mais pour des motifs inverses, passe quand même, voilà, pas une majorité, je parierai pas là-dessus, hein, mais globalement, il y a des gens qui sont totalement hostiles à gauche, à l'extrême gauche et chez les Verts. Nous, dans mon groupe, il y a quand même des gens, dont moi, qui vont dire non. Après, il y a des gens qui sont mécontents au sein du groupe Renew, au groupe centriste, j'en connais personnellement, bon, PPE non et tous les autres, mais la conjonction, en fait que sur certains textes, ça va être quand même très tangent sur crise. En réunion de la commission Liberté Civile, Justice et Affaires Intérieures, bah le texte passe à 9 voix, hein, je crois, de mémoire.
Donc, et si on nous explique que si un texte tombe, tout le paquet tombe. C'est la deuxième grande frayeur et le deuxième grande pression. Ne faites pas tomber un texte, parce que sinon vous faites tout tomber. Et donc, comment vous allez faire pour aller devant les électeurs? Bon, voilà. Donc, il y a une pression morale, politique qui est assez forte sur ce sujet. Je pense qu'il y a aussi la pression, si on n'adopte pas ce pacte, après, il risque d'y avoir un pacte pire. Et puis, il y a aussi cette idée, si on n'adopte pas ce pacte, on fait tomber Schengen. Il y a cet argument qui est complètement fallacieux. Absolument. Et qui a été surexploité par la Commission et par le Conseil. Il n'y aura pas d'autres textes. Repartir, pardon, on refait notre bon. Repartir sur une série de textes avec un échec sur le pacte, maintenant, sachant qu'il y a 2 ans d'application des règlements, plus personne ne va. Enfin, je ne vois pas comment il réessaye une nouvelle fois de mettre dans la mécanique des textes de cet ordre-là. Franchement, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Des réactions, des questions? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Bonjour, déjà je voulais vous remercier parce que je pense que c'est une conférence qui est très importante en plus d'être intéressante. Et du coup, j'avais 2 questions pour vous. Ma première, c'est qu'on a parlé de la protection des mineurs qui est non existante du coup. Et je voulais savoir, dans le cadre des mineurs non accompagnés, pourquoi ce silence systématique dans les textes de ces personnes qui sont très vulnérables. Et dans un second temps, comme on l'a dit, ce pacte porte atteinte de manière significative aux droits humains et aux droits des migrants. Et je voulais savoir, du coup, quid de la présomption Bosphorus par rapport à la CEDH, et aussi pourquoi les États membres mettent en œuvre ce pacte, que ceci va conduire à une condamnation systématique des États membres vis-à-vis de la CEDH, du coup. Voilà, merci. Voilà. Alors, sur les mineurs non accompagnés, il y a eu des parlementaires qui se sont battus pour qu'il y ait des conditions plus favorables qui leur soient réservées. Mais ce qui apparaît dans le pacte, au final, c'est que, par exemple, sur la détention, les mineurs non accompagnés ne doivent pas être mis en rétention. Et puis après, on voit la liste de tous les cas dans lesquels il est possible de recourir à la rétention pour les mineurs non accompagnés. Et en fait, à la fin de cette liste, je me dis, mais il n'y a pas de cas dans lequel un mineur non accompagné n'est pas mis en rétention. Donc, il y a en fait cette référence à l'intérêt supérieur de l'enfant, et juste après, il y a la négation. Donc, il y a quelque chose de très, un hiatus, un discours très binaire, très manichéen, en fait. On a la reconnaissance des principes, mais en même temps, on a la négation juste après. Et vous savez, quand on dit une phrase et qu'on utilise un terme comme « mais » au milieu, ça efface la première partie de la phrase. Et bien voilà, c'est la même chose. Vous avez l'affirmation d'un principe et après, vous avez sa négation, donc l'effacement du principe. Après, est-ce que les États se rendent compte des contentieux vers lesquels ils se dirigent? Alors, je pense que... en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Je n'arrive même pas à concevoir qu'ils aient pu admettre un tel pacte, sachant toutes les violations des droits fondamentaux qu'ils impliquent. Pour avoir discuté avec des gens du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale des étrangers en France, ils pensent que ce pacte ne change rien. Vraiment. Donc, en fait, je ne comprends pas. Alors, si ça ne change rien, pourquoi avoir fait tant de pression pour l'adopter? Donc, ça me paraît totalement absurde. En même temps, il n'est pas faux que ça ne change pas grand-chose en France, même si ça change beaucoup de choses en Grèce et en Italie. En fait, ça conforte, ça consolide, ça ancre, ça enracine des pratiques de violation des droits fondamentaux et donc certainement des condamnations. Alors, on peut voir les choses de manière naïve. Ils ne se rendent pas compte combien ça viole le droit de la Convention. Alors, pour rien vous cacher, lors d'une réunion, il a été fait mention du fait que le principe de refoulement posait quand même question à l'égard de ce pacte. Et une personne très haut placée du ministère de l'Intérieur disait « Pardon, le principe de non-refoulement ?» Et là, il a fallu qu'intervienne une de mes collègues pour lui dire « Oui, l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît le principe de non-refoulement. » Il n'y avait pas de connaissance de ce principe. Donc, il y a une ignorance crasse qui, à mon avis, nourrit des violations manifestes des droits fondamentaux. Après, on peut voir les choses de manière cynique, en se disant ils connaissent très très bien les droits fondamentaux tels qu'ils sont issus du droit international ou du droit de la Convention ou du droit de la Charte. Okay ?
Ils se disent, oui, mais le temps que les contentieux arrivent, on a le temps d'appliquer ces mesures. Et ça fait autant de migrants en moins qui vont arriver sur notre territoire et autant de voix qu'on va gagner auprès de nos électeurs parce qu'on a une vision à court terme. Donc, à mon avis, il faut mêler ces deux visions particulièrement différentes. Ce qui me semble important sur le contentieux, j'en ai discuté hier avec certaines associations, c'est qu'on va avoir une difficulté. On ne va pas avoir un contentieux en annulation parce qu'il semblerait que pour la direction juridique du Parlement européen, il n'y a pas de contentieux en annulation puisque c'est un texte en codécision. Voilà. Donc, les contentieux viendraient lors de questions préjudicielles en question de validité. Et là, on va avoir un problème, c'est qu'il va falloir qu'on ait des migrants qui sont refoulés, par exemple, vers la Libye, qui ne voient pas leur portable confisqué par les gardes-côtes libyens ou par les milices libyennes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, qui, dans ce téléphone, ne soient pas tombés à l'eau et aient gardé les contacts de l'avocat qui les représente auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on va avoir des contentieux très difficiles à nouer. Alors, on va être très vigilant, on va essayer de nouer les contacts, on va nourrir les affaires, mais ça va être très difficile et ça va demander des années. Pensez à l'affaire Hirsi Jamaa. Ça a mis 10 ans pour pouvoir arriver devant la Cour européenne des droits de l'homme. Là, on va avoir un cas qui va être assez similaire. Pour ce qui est de la Cour de justice de l'Union européenne, moi, je suis très embarrassée parce qu'on a quand même un texte de l'Union qui nous crée des fictions de non-entrée, donc c'est bien du droit de l'Union européenne, donc on a bien application du droit de l'Union. Mais il nous dit que c'est une fiction de non-entrée, donc ce n'est pas sur le territoire. Donc ma question, est-ce qu'on a application de la charte? Alors moi j'aurais tendance à dire, oui, puisqu'on a un texte du droit de l'Union, c'est le champ d'application du droit de l'Union, donc on a application de la charte. Sauf que dans l'arrêt XX, la Cour de justice nous a dit qu'on a application du Code frontière Schengen, mais ce n'est pas l'application du droit de l'Union. Donc je me demande quelle va être la manière de négocier cette question telle qu'elle va se poser au niveau de la Cour de justice. Voilà, je pense que le contentieux va naître, mais il va être difficile à mettre en place, il va être long, et pendant tout ce temps, il va y avoir des violations manifestes. Donc je ne suis pas très, très optimiste en fait. Je vais même Non, attendez. Il y a quand même un optimisme. Hein, Oui. non, mais si on a une source on d'espoir, peut par quand contre, même il faut l'entendre. espérer qu'il y ait un vote négatif. Voilà, il faut, enfin, je sais pas, il faut prier, il faut mettre des bougies, enfin, je sais pas. Ouais, pardon, non, mais je partage ce que vient d'indiquer, sauf les bougies de Marie-Laure, mais vous avez aimé la loi migration et le recours au Conseil d'État pour faire des annulations parce qu'on n'assume pas de... Eh ben voilà, ça sera un peu du même registre. Je pense qu'il y a une partie qui est un peu l'envers du décor que tu viens de décrire, c'est-à-dire que on n'est pas très très fiers de ça, donc peut-être qu'il y a des choses qui pourront sauter, mais en attendant, prenons tout ce qui est bon à prendre, grignotons au plan national tout ce qu'on peut grignoter à partir de ce pacte pour cranter un peu des choses dans le droit national, parce que on l'a pas réévoqué, mais je pense que la dimension qui est utilisée de l'opinion publique sur ces textes, sur leur rejet potentiel, le rejet potentiel massif de la migration ou de l'asile dans l'opinion publique, qui n'est pas prouvé dans les faits. En réalité, vous regardez toutes les enquêtes sur quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus, les questions de migration, elles n'arrivent pas en premier, hein, et loin de là. Donc, il y a quand même une espèce vraiment d'agitation totale sur ce sujet, et ça pèse très fort, très très fort dans les décisions au sein du Conseil. J'interviens parce que sur cette question de l'opinion publique, il y a eu des travaux qui ont été publiés par Andrew Guedes, qui est le directeur du Migration Policy Center à l'Institut universitaire de Florence, et qui montre très bien quelque chose d'assez ahurissant. C'est-à-dire quand on interroge les opinions publiques sur la question de leur rapport aux enjeux migratoires. Si on leur pose la question, quelle va être l'implication de ces enjeux migratoires sur votre situation personnelle? Les résultats sont très très bas. 1, 2. Voilà, vraiment très bas. Lorsqu'on leur demande quels vont être les impacts de ces enjeux migratoires au niveau national, ça monte un petit peu. C'est juste au-dessus, de 2 points au-dessus. Voilà. Et on leur demande quel va être l'impact sur l'Union européenne, et là, c'est stratosphérique. Mais on ne comprend pas, en fait, c'est toujours le pays d'à côté qui va être en fait concerné. Et donc, il y a un phénomène d'étrangeté et de méconnaissance qui fait qu'il y a une hystérisation du dossier sur la dimension européenne.
Mais ce qui date d'ailleurs des lendemains de la prétendue crise migratoire. Le début de l'hystérisation, il est là. Oui. C'est la présentation d'un phénomène comme quelque chose à la fois d'inédit, d'insurmontable et qui sert de justification à tout ce dont on est en train de... Alors qu'il y avait eu l'annexion de la Crimée et que juste avant, on avait eu 1 million d'Ukrainiens qui s'étaient dirigés vers la Pologne et qu'il n'y a pas eu de catastrophisme qui a été engendré par cet afflux d'Ukrainiens vers la Pologne. Donc, on a une concomitance qui montre une différence de traitement qui est particulièrement... qui interroge. Et qui est particulièrement dommageable, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que finalement, on n'a pas envisagé la possibilité de faire autrement, alors que visiblement, on aurait pu. On avait quelques expériences qui montraient qu'il y avait une capacité de gestion. Il y avait une possibilité de faire autrement, et il y a des chercheurs qui ont fait des propositions d'alternatives au règlement Dublin, par exemple, qui sont très abouties, celles de Francesco Maiani, de Marcello Di Filippo, qui partent du principe on laisse choisir aux demandeurs d'asile le pays dans lequel il veut s'installer, ce qui permettrait une ventilation. Et c'est tout à fait faisable d'un point de vue juridique, et c'est même en l'état du règlement Dublin 3, c'est faisable. En tenant compte simplement des liens familiaux, si on donne les moyens, par exemple, à la Grèce et à l'Italie, d'étudier les relations familiales qu'elles ont déjà avec les différents États membres. Mais comme leurs dispositifs nationaux d'asile sont hyper contraints, sont hyper réduits, ils n'ont même pas le moyen de vérifier ces relations familiales. Donc c'est pour ça que le critère du pays de première entrée est activé. Oui, alors que globalement, ce serait sans doute plus économique de donner ce genre de capacité au pays de première entrée plutôt que réformer tout le système comme on est en train de le faire. En réalité. D'ailleurs, on a réussi au Parlement européen, dans la diversité du Parlement lors du précédent mandat 2014-2019, à s'appuyer justement sur ces travaux et travailler autour de ça pour faire en sorte d'avoir un règlement alternatif sur Dublin. On avait réussi même à le voter majoritairement. Puis bon, le truc est complètement tombé dans les sables, mais on avait effectivement les mêmes manières de réfléchir sur les liens familiaux, le choix, etc. On avait réussi ça. Le micro arrive. Oui, des questions par rapport au secours en mer des migrants. On n'entend plus parler en ce moment, mais est-ce qu'il existe toujours des ONG européennes qui interviennent en Méditerranée et quelles sont les règles qui s'appliquent? Notamment, je pense beaucoup en fait aux règles italiennes, de manière à leur mettre les bâtons dans les roues, par exemple. Et inversement, par rapport aux gardes-côtes européens, on a entendu parler des pushbacks, on entend parler de ce qui se passe également dans la Manche maintenant. Est-ce qu'il y a des règles? Quelles sont les règles qui s'appliquent effectivement par rapport à l'intervention des gardes-côtes européens? Alors, les noyades continuent, les small boats continuent, le rôle des ONG continue parce qu'à un moment donné, le choix qui a été fait par l'Union européenne a été celui de ne plus avoir une action réellement communautaire en matière de search and rescue. En fait, plus exactement, ça s'est dégradé au fur et à mesure des années et pour aboutir à le strict minimum réalisé au plan communautaire, mais vraiment le strict minimum. Et donc cette substitution avec les ONG, donc qui continue effectivement, mais qui continue d'exercer dans une forme de criminalisation qui est quand même extrêmement préoccupante et qui n'a pas été réglée du tout. L'Italie maintenant, qui s'est pris quand même quelques jugements, y compris, pas que moraux, mais notamment moraux, a été assez créative, on va dire, en indiquant que finalement, il fallait exploiter la notion de port sûr. Sauf que les ports sûrs, elle les trouve toujours à 2 ou 3 jours de navigation supplémentaire. Or, quand vous avez 50, 100, 150 personnes à bord qui sont dans des situations de vulnérabilité, avec des femmes enceintes, des gamins, des personnes âgées, des gens malades, 3 ou 2 jours supplémentaires de navigation, c'est potentiellement un cas c'est meurtrier, quoi. Ça peut aboutir à des morts. Donc, on continue de se bagarrer sur ce sujet. Les ONG continuent de se bagarrer, d'autant qu'il y a des astreintes financières qui sont par ailleurs, qui leur sont posées. Et donc, ça devient extrêmement problématique pour elles. En termes de solutions, alors, ce qui n'est pas substitutif à l'action des ONG, dont je pense qu'il faut qu'elles continuent de travailler en la matière, je ne veux surtout pas que ça apparaisse comme on se débarrasse de leur action, qui est une action humanitaire singulière et importante. D'ailleurs, on retrouvera une des
principales actrices sur une liste en Allemagne, je crois, Oui. pour être élue au Parlement européen. Je sais plus comment, Rackete, voilà, Carole Rackete. Carola Rackete. Bref, mais à côté, je pense qu'il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin pour obtenir Oui. réellement une action communautaire financée par les fonds de l'Union européenne qui soit une action de search and rescue réellement européenne. En parallèle aux associations, je pense que ça ne sera pas du luxe. Et j'insiste sur une autre chose qui me semble aussi importante, sur laquelle je continuerai de me bagarrer quand je serai plus députée européenne, c'est sur la question des migrants manquants, des missing migrants, ceux qu'on ne retrouve pas, parce que je considère que c'est complètement incroyable que quand un bateau de croisière a un problème, a une avarie et qu'il y a des noyades, les gens sont considérés comme des victimes. On va déployer tout un tas de secours pour les sauver. On identifie les victimes, on permet de faire le deuil, et ceci n'est jamais permis, ou très rarement, pour des migrants qui se noient en Méditerranée dans des small boats ou des grands bateaux. Donc, pour moi, cette question des missing migrants, la question du regroupement, de la possibilité d'identifier là où se trouvent les personnes, si elles sont des victimes, c'est important pour les familles et c'est important, je crois, pour l'humanité entière. Je vais poursuivre. Les règles sont très claires, hein. Le droit international de la mer, il y a l'obligation d'assistance à toute personne qui est en détresse en mer, toute personne. Il n'y a pas de référence à sa nationalité, il n'y a pas de référence à son statut. Donc, c'est une obligation absolue, indérogeable. Donc, c'est ça qui doit primer. Mais c'est ce que les États ne veulent pas appliquer. Et c'est ce qu'on voit particulièrement avec le décret devenu loi en Italie, qui vraiment fait tout pour empêcher l'action des ONG. Alors, tout comment? D'abord, en les détenant. Alors, pour de sombres raisons de ne pas donner tous les papiers demandés qui deviennent des listes absolument à la Prévert qui sont insensées. Ensuite, en donnant des ports sûrs qui sont à plusieurs jours de navigation, les ONG estiment à 374 jours de Search and Rescue Operations perdus en l'année 2023. Donc, plus que l'année. Voilà, c'est absolument énorme. Et puis, il y a des astreintes financières qui sont énormes. Et puis, quand vous demandez à un bateau de faire beaucoup plus, 1000 marins de plus, ça coûte en termes de carburant. Donc, ça va diminuer le nombre d'opérations qui est faisable. Donc ça, vraiment, on voit bien qu'on a des droits nationaux qui veulent empêcher, en fait, le secours en mer des migrants en violant le droit international de la mer. Ça, c'est important à souligner. Deuxièmement, je crois qu'il y a vraiment une action à mener sur les naufrages qui ont été particulièrement importants à Custro, à Pyros. À Pyros, il y a eu plus de 600 morts qui ont été engendrés par une action des gardes-côtes grecs qui ont voulu en fait tirer le bateau pour l'emmener vers les eaux internationales pour ne pas avoir à porter secours et qui ont causé le décès de ces 600 personnes. Je pense qu'il y a des actions en justice à mener, mais on voit bien qu'il y a une réticence des procureurs pour le faire. Donc là, il y a vraiment tout un travail sur la justice à considérer et on voit que cette manière de faire, de vouloir faire tanguer les navires pour pouvoir engendrer des naufrages, elle a été développée dans la Manche dernièrement, comme ça a pu être dévoilé par Lighthouse Report. Donc on a vraiment à s'inquiéter sur le respect par nos institutions nationales des droits humains et du droit international, et on a à s'interroger sur l'absence dans ce pacte de toute mesure concernant le search and rescue en mer. Enfin, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, quand même, la voie méditerranéenne est la voie la plus meurtrière au monde, 35 000 morts depuis 2010. Donc c'est vraiment énorme et ça pose vraiment question sur le droit à la vie qui est quand même le droit majeur et indérogeable. Les enquêtes sont bouclées là maintenant, notamment l'Ombudsman a vraiment bouclé ses enquêtes sur la Grèce et la responsabilité des gardes-côtes grecs très très récemment. Donc je pense que ça va déboucher maintenant assez fort. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des poursuites criminelles au pénal pour pouvoir engendrer la responsabilité des capitaines de navires de la garde-côte grecque. Ouais. À voir. Il y avait une autre question, je crois, juste à côté. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'aurais une question pour vous, Madame la députée.
Il se trouve que je partage ma vie avec quelqu'un qui est aujourd'hui officier de protection à l'OFPRA, et donc qui est directement en charge du traitement de la demande d'asile, et qui est peut-être rentré dans cette institution avec l'ambition d'appliquer la Convention de Genève, et qui aujourd'hui est assez déçu par ce qu'est la réalité de la traitement de la demande d'asile par la France, et notamment de la procédure Dublin et de la pression structurelle qu'elle fait peser sur les pays de première ligne. Et donc, j'aurais voulu savoir, comme vous nous expliquiez tout à l'heure, que la version finale des textes est très proche de la version du Conseil. Quelle avait été la position de ces États, donc de l'Italie, de la Grèce, de Malte et de l'Espagne, au Conseil sur la procédure Dublin, et pourquoi avoir décidé de maintenir ce cadre, voire même d'allonger le délai de 12 mois à 20 mois? Si vous en avez connaissance, en tout cas. Alors, en deux volets. D'abord, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de l'OFPRA, je fais partie du conseil d'administration avant de me faire virer parce que politiquement, je ne représentais pas un volume assez important pour maintenir. Mais c'était dommage parce que c'était un poste d'observation extrêmement intéressant dans d'autres circonstances, y compris de direction générale de cette institution. Et alors, les officiers de protection, vous le savez du coup mieux que moi, sont soumis à une pression du chiffre qui est, de mon point de vue, incompatible avec l'enregistrement du récit et une décision correcte et adaptée de la situation des personnes. Et ce n'est pas les moyens supplémentaires, parce que vous entendrez tous les gouvernements de la Terre en France dire oui, mais on a augmenté le nombre de postes, on a augmenté les moyens. Il n'en demeure pas moins qu'en parallèle, ils ont aussi demandé plus de décisions et avec une rapidité plus grande, une espèce de réduction de la durée de l'instruction. Donc, ceci est, de mon point de vue, intenable. Et d'ailleurs, les grèves récentes à l'OFPRA montrent que c'est intenable pour les personnes de travailler dans de bonnes conditions. Donc là, il y a une marge de progression extrêmement forte. Sur le deuxième volet de votre question, moi, je peux m'engager sur ce que j'entends ou ce que je peux attraper de ce que dit un gouvernement, peut-être de temps en temps un deuxième quand j'ai de bonnes relations avec un tel ou l'autre. Mais le vrai problème, c'est que dans l'enceinte du Conseil, dans leurs discussions, on n'a pas accès à la manière dont les uns et les autres se positionnent. C'est valable d'ailleurs dans ce domaine, comme dans tous les autres quasiment. Hein. Et donc, dans leur porte fermée, on arrive à grappiller de temps en temps, par l'intermédiaire de la presse, par l'intermédiaire de ceci, cela, quelques embryons d'informations sur les positions des uns et des autres, mais sinon, ils sont planqués à l'intérieur. Et ils ne veulent absolument pas savoir qui duquel a décidé quoi ou à qui a fait pression là-dessus. Donc voilà, on a des embryons d'informations. Le résultat, quand même, est extrêmement négatif, comme vous l'avez vu, mais je pense qu'il y a une espèce de course à l'échalote à l'intérieur, une échelle de perroquet, plus exactement, où les uns et les autres montent sur les décisions des autres. Mais on n'a pas nécessairement une vision extrêmement claire de ce qui a été défendu ici ou là. Ça reste un truc vraiment, c'est là aussi l'accumulation des intérêts nationaux qui fait le Conseil. Le Conseil n'a pas, de mon point de vue, et de moins en moins une vocation réellement communautaire, mais vraiment un empilement d'intérêts nationaux qui, par ailleurs, sont, pour certains d'entre eux, la plupart d'ailleurs, totalement contradictoires. Donc ça ne peut pas faire une politique correcte. Je ne peux pas concevoir, de mon côté, qu'il n'y ait pas un lien entre les positions des États de première ligne concernant le pacte et les accords qui ont été conclus par l'Union européenne avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec bientôt la Mauritanie, avec le Liban. Je pense qu'il y a un lien direct et à mon avis, il y a eu des tractations. Alors ça, j'imagine qu'il y a eu des tractations politiques, le vote contre 7 milliards pour l'Égypte, et ça viendra empêcher l'immigration vers votre territoire. Et donc, assurez-nous de votre position positive au Conseil concernant ce texte. Voilà, on peut imaginer qu'il y a ce genre de négociation très vile, mais qui en fait entraîne la sous-traitance en fait de l'accueil des migrants auprès de régimes autoritaires. Donc c'est une dévalorisation de nos valeurs et de notre identité européenne. Mais ça marche pas parce que si tu prends la question de la Tunisie, von der Leyen, la présidente de la Commission, et je crois que Mélanie était là, et il devait y avoir le Premier ministre suspendu route des Pays-Bas. Je crois qu'ils étaient tous les trois pour faire une visite triomphale en Tunisie. Et juste après, le pouvoir tunisien, je partage sur la dimension droit de l'homme aussi, qui est quand même
totalement marginalisés dans ce type d'accord. Juste après, le pouvoir tunisien a dit « Ah non, mais vous n'avez pas compris, on va reprendre nos Tunisiens, enfin nos ressortissants, mais en fait, tous les autres, vous vous en débrouillez. Hein. » Donc, enfin, en plus, c'est un chantage complètement... Enfin, ils se mettent dans les mains de dictateurs, de gens qui n'ont rien à faire des droits de l'homme, qui en plus les arnaquent, pardon du terme, mais les arnaquent. Parce qu'en réalité, voilà, les Tunisiens n'ont jamais eu envie de récupérer des ressortissants subsahariens. D'autant plus ironique que dans le volet crise, l'un des ressorts l'une des vocations de ces dispositions-là, c'est d'anticiper l'instrumentalisation par les États tiers. Alors qu'en fait, on se met dedans et on anticipe déjà qu'en fait, ils joueront pas le jeu tout en dépensant des milliards et en renonçant à des obligations de protection des droits humains. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est déprimant, hein. ça. Ah oui, très. On est déprimante. On chérit les causes de ce dont on déplore les conséquences. Sans s'intéresser aux vrais problèmes. Jamais. Ouais, jamais. Bravo pour vos interventions. Donc, je suis, on va dire, un citoyen lambda. J'ai fait partie de Bagages Rue, qui est une association qui s'occupe de bagagerie sociale des sans-abri. Et parmi les sans-abri, il y a des migrants. Donc, j'ai une expérience de ces migrants. Certains arrivaient d'Espagne, d'autres d'Italie. Donc, ma question, elle concerne l'harmonisation du droit du travail. Les migrants qui arrivaient d'Espagne avaient le droit immédiatement de travailler. Ceux qui venaient d'Italie et ceux évidemment qui étaient en France n'ont absolument pas le droit de travailler. Donc pas de travail, pas de toit, enfin c'est des galères pas possibles. Donc ma question par rapport à l'harmonisation, ça m'a mis un peu le blues votre intervention parce qu'il n'y a pas d'harmonisation possible, donc il n'y a pas d'espoir et je ne vois pas tellement l'horizon. Donc j'ai une question qui est un petit peu hors champ. Est-ce que pour atteindre l'harmonisation des droits, est-ce qu'effectivement, il ne faudrait pas revoir les institutions européennes de manière à ce que si on ne peut pas prendre des décisions à 27, on puisse les prendre sous forme de majorité ou je ne sais quelle idée qui puisse être mise en avant, mais qui permettrait de prendre des décisions. Parce que le sentiment que j'ai par rapport à l'expérience de Bagages Rue, c'est que ces pauvres hommes qui ne pouvaient pas travailler, ils étaient dans des conditions pas possibles. C'est pas possible que ça dure. C'est Lyon, mais c'est toutes les autres villes d'Europe. Donc, est-ce qu'on pourrait renverser la table en changeant les institutions? C'est le fond de ma question, en ayant une pensée pour ces braves migrants dont j'ai encore leur témoignage sur le cœur. De manière générale, sur ce sujet, comme à peu près tous, je suis une fervente partisane qu'on fasse sauter l'unanimité au plan des institutions européennes. Donc là, de ce point de vue, on est parfaitement en phase sur le fait qu'on doit maintenant élargir le champ de la majorité qualifiée avec des sujets. Alors j'ai cru lire récemment qu'il y avait, y compris au plan de la Commission, une réflexion en cours sur l'élargissement du champ des sujets concernés. Je pense qu'on en est quand même encore assez loin, mais c'est la voie à tenir pour essayer d'aboutir en ayant un peu moins peur justement de cette question du veto de l'un et de l'autre. Ceci dit, histoire de rajouter un petit peu à votre déprime, l'aspect institutionnel ne fera pas tout. C'est-à-dire que si on a un jour la majorité qualifiée, y compris pour ce genre de sujet, ça ne règle en rien la façon dont l'application se fera dans les différents États membres. Là, on a des règlements, mais on a encore dans beaucoup de sujets des directives, donc avec une marge d'appréciation dans la transposition dans le droit national qui est extrêmement large. Et donc, non seulement les États membres profiteront de cette marge de manœuvre d'interprétation et de transposition, mais en plus, dans leur propre fonctionnement institutionnel national, passeront outre un certain nombre de choses. Donc voilà, il y a l'aspect institutionnel et le sens des décisions qui doivent être prises. Après, il y a les pratiques. Alors oui, c'est des règlements, donc normalement c'est d'application immédiate. Alors là, tous les étudiants, vous devez accélérer dans votre cerveau et savoir de quoi on cause. Mais les règlements qui composent le pacte sont quand même drôlement écrits. C'est-à-dire qu'ils laissent une marge de manœuvre aux États qui me laisse penser qu'il faudra des textes nationaux pour pouvoir assurer leur mise en œuvre.
Et donc là, on a une situation un peu curieuse de lois nationales qui vont être nécessaires pour la mise en œuvre de règlements. Sur votre question, l'immigration de travail, on en a besoin. On en a besoin. Au même moment où on est d'accord sur le pacte, Ylva Johansson nous annonce qu'il faut absolument 1 million de migrants de travail parce qu'on en a besoin pour nos économies, pour obtenir des points de croissance. Il y a cette course aux points de croissance que je ne comprends pas. Et en même temps, on ferme les voies de migration légale. Donc il y a une absurdité, il y a une irrationalité, et je pense qu'on aurait des outils en, par exemple, reprenant, mais de manière positive, les directives sur les ressortissants de pays tiers venant pour la migration légale, que ce soit, par exemple, la directive sur les résidents de longue durée. Enfin, les amendements qui ont été proposés par le Parlement sont hyper constructifs. Ils sont hyper constructifs, ne serait-ce que parce qu'ils offrent une solution pour les Ukrainiens, pour leur permettre un statut légal de longue durée après le 4 mars 2025, en modifiant le temps nécessaire et en modifiant le séjour régulier et les conditions dans lesquelles il s'est réalisé. Bon, il y a le Conseil qui a mis son veto. Voilà, en disant qu'il y avait absolument une opposition ferme sur tous les amendements qui ont été proposés par le Parlement. Je pense que là, il faut s'interroger, non pas sur les institutions européennes, mais sur nos institutions nationales. Et vous voulez renverser la table, je ne suis pas sûre que ça soit toujours la meilleure des solutions, mais je ne suis pas sûre que la table à renverser soit celle des institutions européennes. C'est vraiment une question de mode de fonctionnement de nos gouvernements nationaux dans le mode de négociation des textes européens qui est à interroger, et des comptes à rendre qui devraient être beaucoup plus clairs. Alors, je pense aux pays nordiques où il y a vraiment une prise en compte par le Parlement des mandats de négociation des ministres au niveau du Conseil, ce que l'on n'a pas en France. Et vraiment, on s'interroge sur le double discours où on a par exemple un ministre qui, lorsqu'on le sait, parce qu'il va y avoir des fuites et des textes qui vont fuiter, qui vont nous permettre de savoir quelles ont été les positions véritablement avancées au Conseil, qui ne va pas hésiter au Parlement à dire qu'il a défendu la position complètement opposée. Donc je pense qu'il y a une clarification, une transparence, une exigence, une responsabilité de nos gouvernements nationaux dans la manière dont ils gèrent les affaires européennes qui devrait être beaucoup plus drastique, beaucoup plus intense. Je continue les rebonds parce que tu as mentionné cette directive qui a été donc abandonnée, et alors que l'équipe de négociation du Parlement, et c'est un Allemand de Volt, Damien Boslager, qui était chef de file là-dessus, avec une équipe, je regarde, je la cherchais, qui était quand même vraiment très très progressiste et qui a été effectivement obligé d'abandonner la discussion parce que du côté du Conseil, c'était absolument insupportable. Il y a un autre abandon donc qu'il faut noter, et il est lui aussi assez préoccupant, c'est qu'on va aboutir en 2024 à ne pas réformer la directive retour, après ne l'avoir pas réformée en 2019, donc ça va faire 10 ans que cette directive retour est en réforme. Et les deux fois, il s'agissait de rapporteurs néerlandaises de chez Les Verts. Et en 2019, ma collègue, je travaillais avec elle à ce moment-là, elle pensait que ce texte allait être massacré, donc elle n'a pas saisi l'occasion que la réforme passe sur la directive retour. Donc on est revenu pendant un mandat entier en discussion avec une autre néerlandaise de chez Les Verts, que tu connais, je crois, Tineke Kestrik, avec laquelle j'ai également travaillé comme shadow rapporteur. Et Tineke Kestrik a été obligée aussi d'abandonner la présentation de ce texte. Alors pour deux raisons, les risques avec le Conseil et les risques avec son équipe de shadow rapporteurs, puisque à un moment donné, nous avions quand même dans l'équipe de shadow rapporteurs, Anne-Sophie Pelletier et moi, il y avait beaucoup de Français, mais Nicolas Bay et Nadine Morano. Alors, pour négocier une directive retour, c'est quand même compliqué. Voilà. Je le dis avec un peu d'humour, parce que voilà, mais pour vous faire rire, parce que vous aviez les déprimés, donc au moins vous souriez. Non, mais pour redevenir sérieuse, à un moment donné, les blocages sont effectivement au Conseil, manifestement, et puis de temps en temps, on a des équipes de négociation qui font qu'on n'arrive pas à aboutir sur un texte, et ça, c'est assez terrible.
Bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer toutes ces dispositions. Je suis super contente de voir que dans la semaine de l'Europe, on a une conférence entière qui est dédiée à ce pacte. Il y a des sociologues et des anthropologues qui ont fait valoir que ce pacte, ça a ravivé cette figure mystique un peu dans l'imaginaire collectif du migrant, enfin de la personne exilée qui ment et qui a un peu des mauvaises intentions. Et ça renforce ce clivage entre les nationaux et les étrangers qui existe en droit positif, mais qui est aussi dans notre conscience collective, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le pacte, enfin qu'il y a certaines dispositions en tout cas qui font porter sur les personnes en situation d'exil une présomption de mensonge et de faute, notamment au regard des procédures de sélection qui sont qui vont être mises en place aux frontières extérieures? Oui. Non, non, mais je me l'étais noté effectivement au tout début. Le demandeur d'asile, le migrant, est un suspect, deux tricheurs. Ouais. C'est ça qui est dedans. Et si on n'arrive pas à le prouver au démarrage, après, tout élément qui peut étayer cette thèse est utilisé. Perdu les papiers, menti sur ceci, etc. etc. Donc oui, c'est un état d'esprit porté par les États membres et par certains de mes collègues au Parlement européen à la droite de l'hémicycle, qui est une dimension assez partagée. Oui, absolument. Mais sur ce mouvement, je me permets, bien sûr que le pacte renforce cette dynamique et cette tendance dans l'opinion publique, cette hystérisation dont on parle depuis tout à l'heure, mais là où il y a un vrai danger, où c'est un problème, je pense, sur lequel il faut attirer l'attention de plus en plus, c'est que ce n'est pas limité à l'Union européenne. Je vous invite à regarder l'état de la jurisprudence de la CEDH, notamment par exemple sur ce qui est complètement étranger à ce projet de pacte, mais la présomption de crédibilité qui existe au bénéfice du demandeur d'asile en raison de sa vulnérabilité, de sa difficulté à poser des situations. Ça n'existe plus et ça n'existe presque plus dans la jurisprudence de la CEDH. Et cette perception du migrant comme une personne présumée ici pour profiter du système, puisqu'en gros c'est l'idée, en fait on le retrouve même dans la jurisprudence de la Cour. Et je vous invite à consulter, si ça vous intéresse, un arrêt récent dans une affaire Dabo contre Suède, je crois du 18 janvier 2024, où il est question d'un réfugié statutaire installé, donc en Suède, etc., qui fait une demande de regroupement familial, et à le mettre en perspective avec des arrêts classiques, je ne sais pas, Tanda Musinga contre France, les arrêts des années un peu avant 2015, où on considérait que le réfugié, en raison de sa vulnérabilité inhérente reconnue par tous les instruments, avait un droit particulier au regroupement familial. Ça aussi, ça n'existe plus. On a la Cour qui va regarder la situation personnelle d'un individu pour chercher des motifs de mauvaise foi. Oui, mais il est docteur, il a des diplômes, pour autant, alors on nous dit que ce monsieur est dans une procédure d'établissement des équivalences professionnelles, on sait que ça prend du temps, il apprend le suédois, etc., mais il ne travaille pas encore, alors qu'il pourrait. Pourtant, il veut faire venir sa famille. Enfin bref, on a tout un tas d'éléments qui sont relatifs à des éléments qui relèvent de la vie privée de la personne, éventuellement du juge de l'immigration nationale, qui n'ont rien à voir avec le contrôle européen, et la Cour va aller regarder et finalement donner dans son arrêt une image d'une personne qui, dans la jurisprudence classique, est considérée comme vulnérable et comme devant bénéficier d'une certaine protection. On voit ce discours-là changer, y compris à cet endroit-là. On le voit avec le projet de pacte et on le voit pour rebondir sur le droit interne, par exemple à la CNDA, de plus en plus, cette obligation de coopération dont on n'a aucune notion de la consistance et de ce qu'elle représente d'un point de vue juridique, on la voit brandie à tous les étages pour effectivement juste, ah oui, mais il ne nous produit pas tel et tel document, donc c'est un manquement à l'obligation de coopération, on n'a pas de réponse sur cette question, il y a eu, etc., etc., ce qui, là aussi, va à l'encontre des présomptions habituelles qui sont établies en droit interne, en droit européen, et de la Convention et de l'Union, et en droit international des réfugiés. Donc c'est vraiment un phénomène très généralisé dans lequel s'inscrit le pacte, ce qui peut-être explique aussi pourquoi c'est possible, pourquoi c'est si gros, et qu'en même temps, ça passe. Ouais. Non, c'est hyper inquiétant. Même la Cour européenne des droits de l'homme ne peut plus être là pour protéger, on a être le dernier baillon. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais rebondir tout à l'heure aussi sur la question de l'arrivée des contentieux. Il y a tous les obstacles que tu as soulevés. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que je me demande, est-ce qu'on a encore un garde-fou qui soit effectif? On voit notamment dans les mouvements justement de restriction des regroupements familiaux dans les États nordiques, une indulgence de la Cour, une tolérance vis-à-vis de restrictions qui sont drastiques.
face à des droits qui sont... alors, le droit international des réfugiés ne prévoit pas le regroupement familial, mais l'unité de famille, en fait, c'est ça. Et on voit des possibilités de restrictions ou des impositions de délais, voilà, des contournements. Donc, on va mettre un délai de 3 ans. On sait très bien que du point de vue politique, la volonté, c'est si on met un délai de 3 ans, ils seront peut-être repartis, ils auront peut-être laissé tomber. Enfin, et on voit tous ces anciens garde-fous tomber. Et voilà, la conception de la vulnérabilité, elle n'est plus là. Et une fois qu'on enlève ça, qui est le moteur principal de protection de ce groupe qui est considéré comme vulnérable, en fait, on enlève tout. Ouais. Voilà, j'ai rajouté une casse à la déprime. Je suis... ne comptez pas sur la CEDH non plus pour réparer tout ça. Alors qu'elle est tellement attaquée. Sur le pacte, Ils sont supposément très favorables. Ça a marché. Mais les attaques ont marché. On la voit ça a rappeler marché, sa subsidiarité, C'est terrible, etc. Sur le pacte, pour vous donner une indication en fait, c'est pas nouveau dans le pacte, c'est une tendance qu'on observe depuis les années 1990, qui se sont accrues à partir des années 2000 et qui se sont renforcées dans les années 2013-2015. Voilà. Donc c'est vraiment une tendance de long terme, ce qui peut-être explique pourquoi il y a eu une évolution au niveau national, européen de la Convention et un amoindrissement des droits fondamentaux des migrants. Alors Guy Goodwin Gill me dit mais si c'est bas, ça va remonter. Ouais, espérons. Voilà. On aurait dû l'inviter pour avoir... pour avoir une vision plus positive. Mais je vous invite à regarder dans le règlement sur le filtrage et sur le règlement RAM et le règlement APR, les références en fait aux migrants, où il est toujours soupçonné de fraude, de mauvaises intentions, de masquer ses véritables objectifs. Et il y a un cas qui est très particulier pour ce qui est de la mise en procédure accélérée de la demande d'asile. C'est si le migrant, alors il faut imaginer, un migrant, il vient par exemple d'être débarqué d'une opération SAR. Il vient peut-être d'Érythrée, peut-être du Mali, où c'est quand même la guerre, là en ce moment, réveillons-nous. Le Burkina Faso, il y a 40% du territoire qui est aux mains du gouvernement, le reste c'est au niveau des djihadistes. Donc il a des raisons de fuir son territoire. Voilà. Donc il arrive sur cette île grecque. Et suite à une opération de sauvetage et de secours en mer, et en fait, il veut déposer une demande d'asile. Et bien, sa demande d'asile, on va lui demander au moment du filtrage, est-ce que vous acceptez d'être envoyé vers votre pays d'origine? La personne qui demande l'asile, nécessairement, va dire non, puisqu'autrement, on lui dirait, c'est pas un vrai réfugié, puisqu'il veut retourner dans son pays d'origine. Et bien donc, procédure accélérée. Donc, si on dit qu'on veut vraiment obtenir l'asile, on est sûr d'être mis dans une procédure qui va nier ce droit d'asile. Donc, il y a vraiment un prisme très déformant du migrant faussaire, du migrant infondé, du mauvais migrant, du mauvais réfugié. Et on l'a bien vu en 2015 où on s'est battu avec les médias pour obtenir l'emploi du terme réfugié et non pas du terme migrant. Et juste après, on a vu les gouvernements commencer à parler de faux réfugiés et de vrais réfugiés. Donc, il y a toujours une catégorisation qui est faite pour limiter le champ d'application du réfugié au sens de la Convention de Genève, qui est beaucoup plus large que le réfugié au sens du droit national, et pour étendre le champ du migrant en situation irrégulière qui doit nécessairement être éloigné. Donc cette tendance qui est relevée par les sociologues et par les anthropologues est totalement confirmée par le droit positif. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Mais du coup, pourquoi cette peur, si ce n'est, je vais le dire frontalement, le racisme en fait? Parce que j'ai du mal à comprendre comment, puisque on a pu prouver par A plus B énormément de personnes, que ce soit au niveau des statistiques, au niveau sociologique ou au niveau des ONG, ont pu prouver que cette peur d'avoir une Europe submergée par la crise migratoire, je me perds dans ma phrase, je suis désolée, elle a été démentie plusieurs fois. Alors pourquoi on a toujours cette rhétorique qui continue? Et oui, est-ce que vous avez des pistes de réflexion là-dessus? Parce qu'à part le racisme, je ne vois pas en fait comment on peut justifier ou expliquer cela. Voilà. D'accord, bon, Nicole. Alors, ça me laisse le temps de réfléchir oui. à des solutions. Alors d'abord, je vais essayer, c'est pas garanti. D'abord, on a un imaginaire de la submersion, toutes ces métaphores liquides qui ont été très développées à partir de 2014, bien avant la crise de l'accueil, et qui laissent penser
qu'en fait, on serait envahi par des migrants, ce qui est totalement faux d'un point de vue numérique, aussi bien en termes absolus qu'en termes relatifs. Et là, je vous invite à écouter les conférences au Collège de France de François Héran. C'est absolument indispensable, qui revient aux données chiffrées. Et lui, qui est sociologue et démographe, les met bien en perspective et montre bien la relativité. On a une migration qui est constante dans le temps, avec une augmentation, certes, en pourcentage relatif, mais qui est inférieure à l'augmentation de la population globale. Donc, revenons aux chiffres. Mais ça a nourri un discours de la nouvelle droite, notamment avec le grand remplacement, qui a été ensuite repris, qui a diffusé, qui a été par capillarité avec la droite et puis après avec le centre droit. Et c'est ce discours-là qui a été nourri, qui a été entretenu et qui finalement a été intégré comme une donnée véridique par les populations et par l'opinion publique. Enfin, je dis l'opinion publique en général plus que les populations, parce que c'est cette idée qui est complètement fallacieuse, qui est démontrée scientifiquement fausse, hein, donc il faut le rappeler à chaque fois, c'est faux, ça n'est pas démontré. Et non, en fait, les migrants africains n'ont pas particulièrement envie de venir en Europe. En fait, ce qu'ils ont envie, c'est de vivre dans leur pays en paix, sauf que c'est la guerre. Et là, il faudrait quand même revenir sur les tas de conflits qui se sont développés depuis les années 2015, sans que les conflits existants auparavant se soient éteints. Et on a eu une accoutumance à cette idée de la submersion qui fait que l'opinion publique, mais non pas les individus, est devenue très xénophobe, alors que l'individu en tant que tel ne le sera pas. Et c'est très particulier. Alors, il faut regarder les travaux des politistes, notamment sur les résultats aux élections, par exemple, du Rassemblement national et avant du Front national. On s'aperçoit que les résultats les plus importants de cette formation politique sont dans les communes où il y a le moins de présence des étrangers. Donc, on a une dichotomie, en fait, entre la présence de l'étranger qui est fantasmée, et qui est fantasmée comme une menace, et puis la présence réelle qui, en fait, est accoutumée comme une réalité qui n'est pas une menace. Et donc, c'est de cette divergence-là que vient se nourrir des discours, de la nouvelle droite en particulier, qui viennent irradier, en fait, le spectre politique. Et après, bon, il faut quand même reconnaître la responsabilité du discours politique et de certains politiques parmi eux pour avoir utiliser et exploiter ce discours et cette métaphore pour pouvoir développer leur propre politique et leur propre agenda. Tu as raison, mais la question c'était pourquoi en fait. Mais ça, tu as parfaitement raison. J'ajoute deux éléments, je reviendrai peut-être sur le pourquoi. L'aspect, les chiffres. J'adore écouter Héran. En plus, j'ai fait un débat avec lui, c'était vraiment passionnant. Et je pense qu'il a évidemment raison. Mais le problème, c'est un peu la loi de Brandolini. C'est-à-dire que Zemmour, Eric, va dire. Pas Michael. Pas Michael. Va en 10 secondes sortir une énormité. Et ben, Raphaël Glucksmann, au hasard, il va prendre 10 minutes pour contrer, argumenter, travailler à ça. Donc Brandolini, voilà, cette règle existe et malheureusement, c'est aller chercher des arguments de fond, aller chercher les chiffres, aller chercher l'exemplarité, tout ça demande une énergie que les médias sociaux n'octroient plus. C'est-à-dire que ça file avec des fake news sur les réseaux sociaux. Et puis, le contrer demande une énergie et un temps que nous n'avons pas, malheureusement, ni les uns ni les autres, forcément. Donc, ça plaide quand même pour qu'on soit tous organisés collectivement pour ne pas lâcher la bataille à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un engagement extrêmement fort. Si vous ajoutez à ça un élément probant qui est complémentaire à ce que disait Marie-Laure, mais si vous prenez les centres d'accueil pour réfugiés en France, je ne parle pas de la situation actuelle où il y a un vidage de la région parisienne. Bon, écartons-nous de cette situation. Mais moi, je ne connais aucun exemple de fonctionnement, pas de fonctionnement présupposé, mais de fonctionnement réel dans n'importe quelle ville, village ou métropole qui ait généré des difficultés. Ça n'existe pas. Et je l'ai dit souvent, j'ai eu la capacité à rencontrer directement un certain nombre de ministres de l'Intérieur, pas les derniers, mais ils n'avaient aucun exemple concret
d'un dysfonctionnement de violence, de vol, lié à la présence d'un centre d'accueil à partir du moment où effectivement il y a une intermédiation qui se fait par l'intermédiaire du milieu associatif, et c'est quand même généralement tout le temps le cas. Donc, y compris ce type de phénomène, enfin de démonstration, on a vraiment de temps en temps l'impression qu'on se heurte à un mur. Et alors moi, je n'ai pas d'explication définitive là-dessus. Mais je pense que tout cela est aussi lié à une espèce de mécanique de faiblesse d'argumentation, de manœuvre de diversion par rapport à d'autres sujets sur lesquels on n'arrive pas nécessairement facilement à trouver des solutions, une espèce d'ambiance sur le niveau de vie, les conditions de vie, etc., où finalement la figure du migrant, de l'étranger, qui est quand même un truc qui fonctionne depuis la nuit des temps, est réutilisée, recyclée dans le débat politique actuel. C'est navrant, c'est tellement basique, navrant et basique, mais ça fonctionne encore. Donc ça plaide quand même pour qu'on cherche, que les progressistes, appelons-les comme ça en général, comme ça caractérise moins, mais que les progressistes continuent de se bouger pour s'attaquer aux causes et trouver des solutions sur le niveau de vie des gens, sur le chômage, sur une dimension sociale qui n'est pas liée, donc dont la difficulté n'est pas liée à la présence des migrants en France. Mais la loi de notre cher ministre très récente confirme exactement ça. Hein. C'est cette conjonction, c'est un projet qui était dans les tuyaux, qui était mis de côté quand on avait autre chose à faire, rebrandi quand finalement Exactement. il fallait masquer d'autres difficultés. Et on le disait en cours de LSJ, le domaine de l'immigration, c'est presque une centaine d'interventions du législateur en France depuis la Ve République. C'est un des domaines dans lesquels on légifère le plus. Très souvent, alors pas pour les 100 projets de loi, pas pour les 100 interventions, mais très souvent, c'est pas loin d'un contexte électoral. Oui. Et il y a aussi ce genre de considération, effectivement, qui pèse considérablement. On a énormément de contestations à un instant T dans la société française, puisque c'est celle qu'on connaît le mieux. Et puis, bizarrement, on a un fusible qui est celui de l'immigration, qui va permettre de diffuser un peu les tensions, de faire un peu remonter la popularité du gouvernement pour tous les facteurs dont on a discuté. C'est aussi une réalité qui implique une grande vigilance face au discours politique aussi. Sur la diffusion de cette idée du grand remplacement, je vous invite à regarder la vidéo de l'audition des membres du Parlement européen qui a eu lieu au CESE dans le cadre des rencontres européennes, dans la session consacrée à justice, affaires intérieures et enjeux migratoires. Et on voit en fait comment c'est alors exprimé par le représentant du groupe ID, repris par le groupe PPE et même apparent dans le groupe Renew. Donc c'est particulièrement... il y a une acclimatation de ce discours qu'il faut absolument démonter à chaque fois. Mais comme le dit très bien Sylvie, vous avez un tweet de Marine Le Pen. Moi, j'ai essayé à une époque. Il faut 100 tweets mais ça demande une énergie qu'on n'a pas. On a du temps qu'on n'a pas. Et en fait, à une époque, je faisais même des cours où je partais de tweets de Nicolas Dupont-Aignan. Il était très pratique pour faire des cours. Et pendant 3 heures pour démonter un tweet. Donc, c'est un travail particulièrement important. Et même si vous le faites sur les réseaux sociaux, ce qui va rester dans la mémoire des individus, c'est le tweet à l'origine du thread. Ça ne va pas être le tweet d'analyse. Et donc, ça va être cette idée-là qui va rester ancrée dans le cerveau. Donc, c'est les sciences comportementales qui nous expliquent cela. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à investir sur les relations entre droit politique et sciences comportementales pour arriver à générer une contre-culture qui soit une culture de la vérité. Si je peux me permettre de rebondir à mon tour, en fait. Allez, rebondissez. C'est un sport d'aujourd'hui. C'est un sport quotidien. Et peut-être pour ajouter un élément de réponse possible à votre question, je pense aussi qu'il y a une dimension importante qui tient au fait qu'on entre depuis déjà une vingtaine d'années, en fait, dans ce qu'on pourrait appeler un nouvel âge des incertitudes. Qui sont très fortes, à la fois sur le plan socio-économique, avec derrière, à mon avis, alors, je ne sais pas s'il y a une peur du grand remplacement, mais en tout cas, il y a une peur du déclassement. Oui, si, ça c'est sûr. Et ça, il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas fantasmatique. C'est-à-dire que ça correspond à une réalité aussi de l'appauvrissement, en tout cas dans notre pays, dans d'autres pays aussi. Et ça, à mon avis, les modérés que nous sommes, en fait, on doit prendre ça très au sérieux et pas disqualifier du tout ce discours-là. Donc, il y a une réponse à apporter là-dessus parce que, et ça me frappe beaucoup, et je pense que c'est là un élément possible de réponse à votre question,
dans la mise en exergue en fait, de la figure du réfugié d'un point de vue très négatif, effectivement, la peur de l'autre, la xénophobie qui est amplifiée en fait, aujourd'hui très fortement. Il y a quelque chose comme le retour finalement du discours du bouc émissaire. En fait. Oui, bien sûr. C'est sûr. la logique René Girard. Et ça, je pense que c'est une logique en fait qui est très explicative, qui est très puissante Oui. pour rendre compte de ce qui se passe. Alors effectivement, comment répondre à ça j'en sais rien, moi je suis pas politique, mais en tout cas, il est évident que sur le registre de la rationalité, réduire l'écart entre les représentations et les réalités, c'est majeur. Et effectivement, de ce point de vue-là, les relais d'opinion et les médias ont un rôle considérable à jouer. Pour moi, le cas typique, c'est Lampedusa. C'est-à-dire sur le risque de submersion migratoire. Ah oui, Lampedusa, effectivement, c'est tout petit et il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent, donc les images sont très impressionnantes. Et d'ailleurs, la droite extrême, en fait, se fait forte d'être présente sur place et donc d'incarner finalement une réaction, évidemment là pour le coup complètement fantasmée, à ce qui se passe. Mais rapporté évidemment à l'échelle de quasiment un demi-milliard d'habitants, ça ne représente aucun risque, aucun danger de quelque nature que ce soit. Donc il y a cet élément-là, mais au-delà en fait de la rationalité et de cette réduction de l'écart entre représentation et réalité plus ou moins fantasmée, je pense que l'une des difficultés des modérés que nous sommes, je crois, majoritairement ici, c'est que nous misons uniquement sur la rationalité, avec les difficultés que vous avez mentionnées. Alors c'est évidemment fondamental, hein, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Je pense que la force du message politique, du narratif qui est porté par les forces politiques mais qui utilisent, hein, qui instrumentalisent ce mécanisme du bouc émissaire, c'est aussi de jouer sur le registre symbolique. Oui. C'est aussi de jouer sur le registre de l'émotion, des passions, évidemment des passions tristes, des passions négatives. Et je pense que nous avons aussi une responsabilité à occuper en fait ce terrain-là, parce que la nature a horreur du vide et la nature politique aussi. Et donc, quand cet espace discursif-là, il est laissé vacant, il est occupé évidemment par un autre discours. Donc je pense qu'on a une responsabilité aussi à tenir un autre discours, un discours alternatif, et y compris sur la rationalité. Moi, ce qui me fera beaucoup, c'est que ce qu'on dit là est évident, en fait, quand on rappelle les chiffres, mais qui le dit ? Qui le porte ? Moi, je suis plutôt attentif au débat actuel, mais ce discours, il est inaudible, en fait, aujourd'hui, parce que même il n'est pas énoncé. Donc là, il y a une petite responsabilité aussi, en fait, des candidats, en fait, à cette élection qui vient de le faire. Et de ne pas être en réaction uniquement vis-à-vis de leurs adversaires. Sur Lampedusa, une petite anecdote. Le gouvernement italien a l'habitude, en fait, lorsqu'il y a des migrants qui sont secourus en mer, de plutôt diriger vers Lampedusa pour qu'il y ait un effet de surpopulation, pour qu'on ait des images particulièrement de massification, alors que serait plus proche Pozzallo ou Sant'Empedocle. Et donc, il y a une volonté, en fait, de créer ces images qui sont ensuite exploitées par la droite. Bon, enfin, en même temps, ça correspond au gouvernement italien, mais il faut voir que tout ça, il y a des constructions sociales et politiques qui sont derrière ces images que l'on développe et que l'on voit apparaître. Si tu fais une anecdote sur Lampedusa, j'en fais une. Oui. J'y étais il y a quelques mois avec Nadine Morano. Décidément. Et 3 jours à Lampedusa avec Nadine Morano, c'est quand même une expérience que je recommande à tout le monde. Et alors, ça fait le lien quand même, c'est pas complètement juste pour faire rigoler, mais ça fait le lien effectivement avec les réseaux sociaux, avec la parole politique, parce qu'elle a passé une partie de son temps à se filmer là, donc en FaceTime, comme ça, et alors sur le bateau, au camp de réfugiés, au camp de rétention, là. Et à un moment donné, j'étais à côté d'elle, je n'ai pas pu m'empêcher, et je l'entendais, et elle parlait, elle disait, et en plus, on se rend compte que ce sont 80% d'hommes. Et j'ai failli lui dire, noir. Ça avait l'air d'être une découverte pour elle, c'était stupéfiant, parce que ce qu'elle générait, non mais je te jure, c'est vrai, hein, Je te crois. et ce qu'elle jetait dans cette petite vidéo, elle le balançait sur ses réseaux sociaux. Il y avait zéro contexte, rien du tout, mais voilà, elle l'avait balancé, quoi. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que les réseaux avaient été coupés, donc elle n'a pas pu balancer ses vidéos. Donc ça, elle était très, très frustrée là-dessus, mais voilà, j'ai fait le lien entre les politiques, ce qu'ils racontent, et la situation de Lampedusa. Oui, Catherine, dernière intervention.
En bas. Ah, pardon. Ah, c'était monsieur qui coupe le temps, là. D'accord, ok. J'avoue que j'avais vu l'heure, mais du coup, j'étais très intéressée par l'histoire sur Nadine Morano. J'en ai plein d'autres. Donc, je pense qu'on va donc se quitter sur ces très intéressantes anecdotes, mais qui nous auront au moins fait rire après la dépression généralisée qu'on a générée. Je pense que c'était une très, très bonne initiative. Merci encore infiniment à toutes les deux. Merci aux organisateurs. Merci aux organisateurs. Ok.